J'ai lu Terre et Cendres et toi tu as lu Les Mille Maisons du rêve et de la terreur. Le Ouais. premier à être paru euh, en Afghanistan et en France, c'est Terre et Cendres. Et Mm. il a été traduit par Sabrina Nouri, qui a en fait traduit tous les Atik Raimi qu'il a pas écrit en français. Donc ça concernait pas Singe Sabour, qui lui avait été écrit en français. Et du coup, moi, mon bouquin de base, il a été écrit en 99. Il a été traduit en 2000. Donc c'est quelques années avant qu'il obtienne le prix Goncourt pour Singe Sabour. Et il y a une petite note de la part de la traductrice. Donc je me disais, ça peut être sympa de vous la lire, ne serait-ce que pour savoir un peu comment elle se situe, etc. Du coup, elle écrit: Sous la plume d'Atik Raimi, jeune écrivain cinéaste exilé en France depuis 1985, renaissent une écriture et une pensée afghanes, nouvelles et indépendantes. Elles affirment l'originalité et les subtilités de cette langue persane, communément appelée le dari, pratiquée depuis les temps anciens en Afghanistan. Terre et Cendres conquiert un champ de liberté inexpugnable où l'Afghanistan peut exister avec ses traditions, ses émotions, son histoire violente et ses drames personnels. En ce sens, Terre et Cendres est un roman cathartique, comme il en faudrait bien d'autres pour que les Afghans survivent à leur histoire, mais c'est aussi un roman humain et universel. J'ai voulu que le texte français soit aussi fidèle que possible à l'esprit de l'auteur, à ses phrases brèves et haletantes, à son esthétique du dépouillement, à cette volonté des répétitions où la conscience s'enferre. J'ai voulu que mon âme afghane guide ma main française pour que d'autres me suivent dans ce voyage au cœur de la douleur discrète d'un vieil homme et d'un enfant, la douleur d'un peuple. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné, Atik Raimi, ami confiant et enthousiaste, mais aussi Christiane Thiollier et Pierre Bonafou, tous deux lecteurs attentifs et précieux, et bien d'autres grâce auxquels ce livre existe aujourd'hui. Sabrina Nouri. Et franchement, en ayant donc commencé ma lecture de Hachik Raimi par le bouquin qu'il a écrit lui-même en français, et ensuite en ayant lu une traduction de la part de Sabrina Nouri, je ne vois pas de différence de style. Enfin, tu me dis pas qu'il n'a pas été Mm. traduit, pour moi, il n'y a pas de filtre. Je le ressens pas du tout. Je sais pas si toi, tu as eu cet effet. Bah, si, justement, et c'est pour ça que c'était. Enfin, moi, il n'y a pas de note, y a pas de telle note de traductrice dans Les Mille Maisons du Rêve et de la Terreur. Mais enfin, j'étais ça content que tu la lises, même pour moi, parce que effectivement, elle résume déjà très très bien la chose, et donc elle confirme effectivement aussi cette impression que j'avais eue. En plus, en le lisant très proche, enfin, t'es encore vraiment imprégné. Donc, je pense que Mm, s'il y avait des différences, on les aurait vraiment senties. mm, Enfin, on aurait pu les sentir peut-être d'autant plus. Et pareil, alors, la fin de Mille Maisons, enfin, je le trouve un peu. Comment dire? Il y a forcément plus de dialogue que dans Sing et Samour, où on a une mm, espèce de long monologue avec quelques interactions annexes. Mais donc, ça change un petit peu la construction, forcément. Et donc, ça pourrait changer quelque chose dans le style. Mais en réalité, même ça se ressent pas, parce que même dans les dialogues, ouais, ce choix dépouillé, des phrases simples, des phrases directes, même s'il y a énormément de lyrisme, je trouve, dans pas mal de passages des Mille Maisons du Rêve et de la Terreur. Euh, Vraiment des petites formulations, etc., qui sont très 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 belles, qui étaient peut-être un peu moins présentes dans Sing et Sabour. Le moteur est la même chose, et donc même s'il y a eu une traduction pour celui-ci, enfin, donc non, j'avais vraiment le même, j'ai eu la même réaction que toi, effectivement. Et moi aussi, je trouve, enfin, la manière d'écrire, enfin, c'est des phrases courtes, c'est hyper visuel. Mm, Il y a pas mal l'essence. Moi, je trouvais qu'il écrivait beaucoup avec l'essence. Là, c'est ouais. pareil. En plus, c'est un vieil homme, donc bah, il a mal partout. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur il y a un autre bouquin où je m'étais fait la réflexion. On a assez peu l'habitude des romans dont le personnage principal est une personne âgée. Ça fait pas C'est partie de vrai. nos grandes représentations. Là, c'est un roman qui est, c'est pas un huis clos comme Singe Sabour, mais c'est un roman où on reste quand même. En fait, il attend une voiture pour pouvoir rentrer dans une zone. Donc, on bouge Mm, pas beaucoup non plus. Et moi, c'est le même contexte, hein. Là, la guerre a touché le village d'où il vient. mhm, Donc c'est pareil. Enfin, les Russes sont bombardés, les Russes sont détruits.
Et lui, il est avec son petit-fils et il cherche, donc c'est les deux seuls rescapés, et en fait, il cherche à rejoindre son propre fils, donc le père de son petit-fils, bah, il doit lui annoncer la nouvelle en fait. Donc voilà, donc on Et reste encore dans l'allégorie sociale. ouais, Là, on connaît son nom, on connaît les prénoms et tout, mais vraiment, ouais. ça reste la même écriture, franchement, et la même entrée dans l'histoire. Ok. Et donc, est-ce que justement, à partir du moment où il rejoint donc son fils et le père du petit garçon qui, moi, j'avais noté les prénoms parce que quand j'avais regardé pour la première émission, parce que j'avais trouvé le nom du vieil homme incroyable, Dastagir. Ouais, trop beau. Je trouve ça, je sais, enfin, j'ai pas vérifié l'étymologie, etc., parce que j'adore faire ça, mais enfin bref, un chic incroyable, je trouve. Et je me demandais, est-ce que malgré tout, au moment où ils rejoignent donc, Dastagir, son fils, et qui est aussi le père du petit garçon, dont j'ai oublié le prénom, j'avais dû le noter, est-ce que là, ça devient une espèce de... Est-ce que c'est un long moment dans le roman, l'échange entre les deux hommes, et qui serait aussi une forme de huis clos et un rapport à... Ils sont enfin tranquilles et un peu confinés pour pouvoir discuter et sortir des choses particulières sur eux, sur la société, sur ce qui se passe, etc. Ou est-ce qu'en réalité, la vraie importance du roman est vraiment le voyage et toutes les pensées de l'homme et possiblement de son petit-fils avant d'atteindre leur destination? En termes de découpe, je me posais la question parce que en regardant le synopsis, en l'étudiant un petit peu, ça m'a fait penser à une nouvelle que j'aime beaucoup de Tchekhov. Et je me demandais si possiblement ça pouvait vraiment avoir un lien intéressant ou pas du tout. Donc je me demandais ça justement, si c'était beaucoup de voyages entre le vieil homme et son petit-fils, et quelle place prenait l'échange avec le fils slash père, donc le troisième personnage important dans la famille qui est encore vivant. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, dans le sens où, en fait, ils sont arrivés au checkpoint et il essaye de pouvoir Ok, passer le checkpoint parce que son fils travaille dans une mine. Et en fait, il est avec ouais. son petit-fils qui a survécu mais qui n'est pas non plus en pleine forme. Et il sait qu'il y a plusieurs heures de marche et il préfère, parce qu'il est avec son petit-fils, il préfère attendre qu'une voiture passe. Et donc, Mhm. 99% du bouquin, tu attends qu'une voiture passe avec lui. Et donc, il y a lui, il Ah, y a son petit-fils, il y a le gardien du checkpoint, et il y a mhm, un marchand qui a un commerce collé à la route. Donc, en fait, ils sont quatre. Il y a des échanges, mais c'est pas non plus des échanges très fournis, mais il y a un échange qui est très beau, notamment avec le commerçant, qui est un personnage qui mhm, parle très bien et qui fait beaucoup de références au conte et qui explique un peu mhm, comment il voit le monde, mais en faisant à chaque fois des analogies avec les contes. Et du coup, voilà. Et en fait, en gros, c'est pas la toute fin, mais en gros, à un moment donné, il y a enfin un camion qui arrive et lui, il attend. En gros, il attend à partir de 9 heures du matin et le camion arrive à 14 heures. Et ça, c'est 99% du bouquin. Et ah, quand le d'accord. camion arrive, là, le commerçant lui dit, parce qu'en fait, le vieux, excusez-moi, mais bah, Astagir. voilà, il est anéanti par ce qui s'est passé. Il est Ouais. impuissant face au fait que son petit-fils va pas bien. Il est Il est lui-même. sourd, ou assourdi, un truc comme ça, je crois. C'est J'avais pu ça, lire ça. c'est ça. Ouais, à Et, cause des bombes. sauf que en fait, c'est super beau parce que pour lui, le petit, c'est l'effet des bombes. En fait, pour le petit, c'est pas lui qui est devenu sourd, c'est les bombes ont volé les voix. Ah, Donc, c'est terrible, mais c'est voilà. extrêmement beau. C'est hyper beau. Et là-dessus, ça m'a fait un peu penser à la petite fille de Musseline où dès que tu renverses, en fait, Ouais. Hmm. et donc c'est hyper beau. Et donc mais du coup, il a pas la force, ce monsieur, il a pas la force bah, de prendre son petit-fils entre quatre yeux et de lui dire, Ouais, ouais, bien écoute, sûr. voilà, là, pour le moment, t'es sourd. Le petit vit dans son monde en mode, ah, pourquoi la pierre fait pas de bruit? Ah, les Russes ont dû venir ici aussi. Enfin, voilà, et il y a un moment où il dit, mais moi, ma voix, est-ce que vous l'entendez? Et quand le vieux lui fit signe que oui, du coup, le petit dit, mais du coup, pourquoi je suis vivant? Parce que pour Bah lui, voilà. c'est soit on t'a pris ta vie, soit on t'a pris ta voix. C'est hyper beau. Mhm.
Et Oui, donc en ouais, gros, c'est super. à 14 heures, le camion passe et le commerçant dit au héros: «Mais en fait, tu vas pas amener ton petit-fils là-bas, tu sais même pas comment tu vas dire à ton fils que, bah, il a perdu toute sa famille sauf toi et son fils qui est désormais donc a un handicap». Et donc en gros, le commerçant lui dit: «Bon, je garde le petit, et vas-y». Et donc il finit par monter dans le camion seul. Et après, bah, je Mmh. dirai pas ce qui se passe à la mine, parce que franchement, c'est une bonne fin. C'est une fin qui m'a beaucoup moins questionnée que Singh et Sabour. C'est une fin qui Donc il a... clôt véritablement le roman. Non, parce que bah, en fait, le roman zoome sur un instant hyper fort de la vie, mais la vie, Ouais. elle continue derrière. Donc après, bah, les personnages continuent leur vie, mais en fait, c'est hyper beau parce que notamment, tu comprends euh, les réactions de chacun, et c'est pas dans la métaphore ou l'interprétation comme Singh et Sabour. Et en fait, j'ai oublié de dire, mais le narrateur est assez intéressant parce que c'est une narration avec tu. Et du coup, on Mmh. ne sait pas si c'est un narrateur un petit peu omnipotent ou au moins omnipotent sur Dastagir, ou si c'est lui qui se parle à lui-même, en mode bouge-toi, ne fais pas ça, etc. Mais du coup, tu as quand même accès à la pensée de Dastagir, et en même temps, tu le vois de l'extérieur. Et du coup, il va apprendre quelque chose à la mine qui va changer beaucoup de choses dans ce qu'il va faire, pourquoi il est venu. Il doit prendre une décision importante. Il en prend une que tu peux comprendre parce que justement, on te donne ses ressentis, on te donne accès à ce qu'il pense. Et heureusement, parce que sinon, je pense que encore une fois, pas mal, en Occident en tout cas, pas mal de gens ne comprendraient pas parce qu'on n'a pas le même sens de l'honneur, des devoirs Ouais. familiaux, etc. Oui, surtout que le fils, en l'occurrence, enfin, la nouvelle qu'il a, c'est qu'il a perdu globalement toute sa famille, si ce n'est un père dont il va devoir possiblement s'occuper et un gamin dont il va devoir peut-être enfin s'occuper et qui en plus bah, nécessite un accompagnement un peu plus particulier. Donc c'est vrai que ça doit être l'annonce et C'est ça, la posture du grand-père doit être assez particulière en termes d'annonce, de comment l'annoncer, de pourquoi, de est-ce qu'il faut tout exactement. dire et tout. Bah, à un moment Ouais. donné, il est en train de blasphémer parce que bah, il se dit mais Dieu s'en fiche quoi. Sinon en fait on devrait être Mm. mort aussi quoi. Donc en fait il est hyper mal de l'acte qu'il doit faire. Et en fait ce qui va se passer à la mine, c'est pas quelque chose qu'il avait prévu. Il s'imagine un peu plusieurs scénarios, il fait beaucoup de Ouais. cauchemars, enfin il a une somnolence, ben, un peu comme dans Singasabur où moi je me Ouais. demandais qu'est-ce qui était de l'ordre de la réalité. Là, bon, là tu vois, hein, tu sais quand est-ce qu'il somnole et qu'il fait des cauchemars. Mais voilà, du coup tu vois un peu les scénarios, les scénarios qu'il essaye d'anticiper, et celui-là, clairement, il n'avait pas anticipé. Et c'est très bien, c'est une fin très sympa, et c'est un bouquin qui fait 93 pages, hein. Donc franchement, c'est un bouquin qui se lit très rapidement et qui est très agréable. Ouais, Très donc l'air de rien, pas mal poétique. d'activités, ouais, en peu de, ouais, beaucoup de choses qui sont soulevées en peu de pages, effectivement. Et en un Euh, moment hyper court, alors ok, dans ouais, une bien sûr. vie, quand tu viens de te faire bombarder, etc., ce moment-là représente énormément pour toi, mais c'est en fait, voilà, Mm. c'est littéralement, c'est même pas une journée. Oui, oui, si c'est le matin, l'attente, et après il y va. Oui, effectivement, oui, c'est vrai que ça fait même pas une journée du tout. Donc Et oui, il prend une effectivement, donc décision qui peut changer tout le reste. ok, ah, ça donne envie effectivement de savoir. Mais oui, donc effectivement, l'imaginaire que j'avais en lisant en gros le synopsis, ne sachant pas comment était découpée l'action, me faisait penser à une nouvelle de Tchekhov que j'aime beaucoup qui s'appelle La Steppe. Et effectivement, c'est aussi, en gros, alors c'est pas un grand-père, je crois que c'est un oncle, mais qui a un certain âge et qui se retrouve dans une carriole qui va effectivement traverser une partie de la Russie pour amener donc son neveu jusqu'à une école. Enfin, en gros, il fait un long voyage. Il y a quelqu'un aussi dans la carriole et donc ils vont faire quelques étapes. Et l'intérêt, c'est des interactions entre les personnages et leur réflexion un peu sur bon, bah, l'époque donnée et la société donnée, on va dire. Mais c'est Hmm. aussi assez court. Et après, à la fin, vraiment, ils arrivent effectivement un peu à destination et
tu as quelques échanges avec, on va dire, d'autres un autre membre de la famille, enfin des choses comme ça. Donc ce trajet narratif, même s'il n'a pas du tout les mêmes tenants et a priori, je pense même les mêmes aboutissants du tout, je me demandais si c'était possiblement quelque chose, et peut-être une littérature générale en fait sur, l'idée d'un voyage ou des choses comme ça, un leitmotiv qui possiblement, peut être trouvé ailleurs, mais que j'ai pu lire uniquement dans cette nouvelle que j'aime beaucoup. Alors, je Hem, l'ai pas lu, mais alors, dans un tout autre registre, t'as La Route. ouais. Ouais, mais c'est encore, enfin comment dire? C'est un contexte où le déplacement est un peu forcé, dans mon souvenir là, enfin je l'ai pas lu La Route. Ah non, 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 je suis bête, La non, je Route, confonds, c'est je un confonds complètement. monde Oui, non. post-apocalyptique, hein. Ah si, donc si, je pensais bien à ça, excuse-moi, je pensais sinon à Sur la route, qui est encore autre chose, dans mon souvenir. C'est, parce que Jack Kerouac avec Sur la route, ça n'a rien à voir, et La Route effectivement, oui, oui. Je l'ai pas lu et j'ai même pas vu le film, mais c'est encore, effectivement, c'est le père et son fils, c'est pour ça, c'est ça? Là, comme ça, je Quelque chose de saurais cet plus si ordre-là en c'est tout cas. père et fils ou grand-père et fils, mais ouais, t'as une idée de Ah! génération. Et clairement, le vieux tient pour le petit. Le gamin, ouais. Ouais. Et ils Bah, ont sorti une peut-être BD il y a pas longtemps ah! qui a l'air bien, vraiment bien. Ah OK. Bah, écoute, on en reparlera si tu as les yeux dessous. Mm. Mais, donc ouais, je sais pas. En tout cas, ça m'avait fait penser à ça, mais en fait, a priori, la découpe est complètement différente et au-delà, en plus, du contexte différent et de je pense même la dynamique différente de l'auteur. Donc, finalement, c'est pas pertinent. Si ce n'est en leitmotiv potentiel d'une certaine littérature, en général, mais, malheureusement, j'ai pas d'autres exemples. Peut-être donc Sur la route, effectivement. Mais, OK. voilà, dans La Route, c'est vraiment le voyage et tout. Que là, au contraire, en fait, Mmh. ils sont immobiles. C'est des sentiments humains. Bah, oui. Et il y a, Moi, je enfin, pensais qu'il y aurait eu plus de déplacements ou, voilà, qu'il il non, pas du parlerait peut-être dans tout. la voiture ou des réflexions dans la voiture ou des choses comme ça, tu vois? Alors, il y a ça à partir du moment où ils rentrent dans le camion, mais tu vois, le camion démarre, c'est à partir de quand? Euh, Ça, il y est déjà. C'est page 60, donc c'est le dernier tiers où ils rentrent dans le camion. T'as les deux tiers, Ouais. t'attends. Et OK, OK, ouais, donc t'attends effectivement, c'est et il parle notamment au boutiquier et franchement, il y a un passage qui est super beau. Et je me dis peut-être je le lis là, comme ça après je te laisse. si tu veux, oui. Et donc c'est celui qui parle, c'est celui qui tient le commerce. Et donc il s'adresse à Dastagir qui vient de lui expliquer pourquoi il est là et pourquoi il doit aller voir son fils. Tu sais, père, la douleur, soit elle arrive à fondre et à s'écouler par les yeux, soit elle devient tranchante comme une lame et jaillit de la bouche, soit elle se transforme en bombe à l'intérieur, une bombe qui explose un beau jour et qui te fait exploser. Le chagrin de Faté le gardien, c'est un peu des trois à la fois. Quand il vient me voir, son chagrin s'écoule dans ses larmes, mais dès qu'il est seul dans sa baraque, il se transforme en bombe. Quand il sort et voit d'autres gens, son chagrin devient lame. Il a envie de... Tu n'entends plus la suite. Tu te perds au fond de toi, là où se tapit ta détresse. Et ton chagrin à toi, s'est-il transformé en larmes? Non, sinon tu pleurerais. En poignard? Non plus. Tu n'as pas encore blessé quelqu'un. En bombe? Tu es toujours en vie. Tu es incapable de décrire ton chagrin. Il n'a pas encore pris forme. C'est encore trop tôt. Si seulement il pouvait se dissiper avant même de prendre forme, disparaître. Il va disparaître, ça ne fait aucun doute, oui. À l'instant même où tu verras Mourad, ton fils. Mourad, où es-tu donc? Je trouve ça trop beau. Oui, Puis en ça plus, donne c'est vraiment tellement envie de vrai. le lire, ça pour le coup, je reconnais, ça, avant tout, je pense, à l'auteur, c'est d'être, extrêmement précis, dans des propos de tel ordre, sans forcément le rallier à un contexte spécifique, quoi. Hmm. C'est, quelque chose que donc il a a priori dans ces 3 romans. Mais j'avais une petite question, c'est est-ce que tu as pu faire quand même, est-ce que tu retrouves des liens, comme, moi j'avais pu l'imaginer en abordant l'auteur de manière globale,
pour la première émission, c'était est-ce que entre les personnages, je sais pas, du vieil homme de Dastagir, dans Terre et je sais pas, je pense plutôt c'était au beau-père de la protagoniste dans Signer Sabour, ou entre le fait que l'enfant soit sourd, donc même si il n'y a pas le même rapport avec, je sais pas, le jeune soldat qui est bègue, enfin, est-ce qu'il y a, pas forcément dans les rapports de personnages et les échanges, mais sur ce que peut-être on peut interpréter ces personnages-là et comment on peut les aborder, est-ce que tu as retrouvé je sais pas, des mêmes sensations ou pas du tout? Parce Oui, que, bah, je te dis, les interactions sont différentes ou pas. Est-ce qu'il y a, selon toi, des choses qu'on peut retrouver, que ce soit des leitmotifs, que ce soit des messages, que ce soit des a priori, j'en sais rien, qui sont finalement complètement détournés à la lecture, mais ou pas bah du tout? déjà Parce que là, dans moi, le pour le coup, je l'avais passage, un peu dans le deuxième pour le coup. bah, dans le passage que j'ai lu, il y a l'idée du chagrin que t'enfuis en toi et qui un jour explose et te Oui, fait exploser. Bon, c'est la pierre de patience, hein. Il y a le boutiquier, c'est le beau-père. C'est la même figure. plus le Euh, boutiquier, d'accord. ouais, et après, bah, le gamin que la vie a rendu, bah, a rendu comment dire, à mutiler. Ouais, tu peux penser au bec. J'y ai pas OK. pensé en le lisant, mais tu peux penser à ça. Mais en fait, même bon, Dastagir, en fait, lui, il est au moulin quand le village est attaqué. Donc le temps qu'il arrive, voilà. Et il voit certaines personnes mourir, dont sa belle-fille qui est que- qui était au hammam, donc elle est dévêtue, et elle devient un peu folle, enfin, elle est en train de mourir, et donc elle est en train de délirer parce que bah, elle a pris feu. Et ça m'a fait penser à quand il a décrit la voisine qui, en Ouais, fait, c'est exactement la même scène. préfère, enfin, qui a complètement vrillé, plutôt que de se dire que elle a perdu toute sa famille, elle tourne autour. Mais en fait, tu as ça. T'as ce côté parce que notamment quand il dit je suis parti avec mon petit-fils, il dit heureusement que mon petit-fils est en vie. Il s'en veut de penser ça parce qu'il pense que clairement le petit-fils bah, il n'a pas une vie positive devant lui. Mais en fait il dit s'il n'était pas s'il n'y avait pas eu Yacine, bah, je serais resté avec les ruines et je serais jusqu'à tomber en poussière. Tu as ce côté un peu voilà attachement à ton territoire, à tes ancêtres, Ouais. bah, les bombes qui te pleuvent dessus, la fatalité du destin que moi je ressens souvent euh, quand on te raconte une guerre du point de vue de l'habitant qui vit dans une certaine forme de dénuement et qui bouge pas Ouais, puis pour autant. et puis oui, ça reste toujours la grosse déchirure entre celui qui reste, celui qui part, celui qui revient peut-être, celui qui fait des allers-retours improbables, celui qui a toujours Bah, des attaches puis qui c'est part et tout le donc toujours sujet un du peu livre. resté. Parce que Ouais, le bah, fils, en pour fait, Singui lui, Sabour, il y a un peu de ça aussi. c'est ça. Et le fils, lui, en fait, avant même que la guerre arrive dans le village, lui, il a choisi de partir travailler à la mine. Et en fait, il a déjà choisi un peu de partir, quoi. Ouais, Ce que le père comprend c'est à la vraiment fin. OK, donc c'était possiblement un sujet de discussion à la base de il est pas là, et alors qu'il devrait être là Non, et justement, finalement il à y la a, base, il n'y a OK, pas ça. Il est pas là, fallait trouver un boulot, il est sorti de prison. Il a fait 6 mois de prison OK. parce que quelqu'un a manqué de respect à sa femme et il a un peu surréagi. Euh, C'est toujours comme ça que ça commence, j'ai l'impression chez lui. voilà. Il y a un peu ça aussi, dans Les Mille Maisons. Mais en fait, le père, jusque-là, lui trouve des raisons qui lui conviennent. Et justement, en arrivant à la mine avec bah, toutes ces choses à lui dire, il va se retrouver face à une situation où peut-être il va mieux comprendre son fils, en tout cas, mieux se rendre compte des choix de son fils. Ouais, enfin, il va considérer peut-être un tableau un peu plus large et moins à travers ses yeux à lui, peut-être, Mm, j'imagine. mm. Il y a, il y a ça aussi un peu, je trouve, dans Singé Sabour, l'idée de comprendre quand même les postures de l'autre et les pressions sur les uns et les autres selon ce qu'on est et ce qu'on la société dit qu'on est. Ouais. Et on retrouve ça aussi un peu dans Les Mille Maisons avec une introspection sur soi et sur le rapport aux autres dans des systèmes qui, quoi qu'il arrive, sont violents pour tout le monde en réalité. Et alors, du coup, Les Mille Maisons, c'est court aussi ou...
Alors, c'est un peu plus long. Après, bon, on a la même édition qui est l'édition de base, chez POL, mais c'est un peu plus long quand même. Ça fait 200 pages, Ok, un petit peu moins, parce qu'effectivement, c'est quand même très aéré, donc si c'est sorti en poche, je crois que c'est sorti en poche aussi, Les Mille Maisons. J'ai un doute, peut-être pas, mais enfin bref, ça paraît plus court quand même à la lecture. Et bah, en gros, je sais pas si je commence par lire un petit passage qui pourrait donner envie, que je ouais, trouvais assez joli et qui résumait, pas trop mal, enfin qui pose des petites choses, pas inintéressantes. Alors, c'est au milieu du roman en l'occurrence, c'est un très court chapitre qui fait, 1 page et demie et alors, qui dit: «Je suis allé à la bibliothèque de l'université pour emprunter les essais de Shams. Le bibliothécaire m'a dit que quelqu'un était justement en train de les lire. J'ai pris un autre livre et, après une assez brève recherche, je me suis assis à une table au bout de laquelle un jeune homme aux lunettes sombres lisait. Il avait enfoui sa tête dans les pages du livre comme pour en avaler les mots. Son livre était celui que je cherchais. Je me suis rapproché de lui, révélant ma présence par un tout-sautement, à peine audible par moi-même, et j'ai dit dans un murmure: Excusez-moi, pourriez-vous me prévenir quand vous avez terminé votre lecture? Son regard vif, enraciné dans les mots, s'est levé du livre pour se poser sur moi. Il a hoché la tête et a de nouveau disparu dans la masse imposante du livre. Au bout d'un moment, il s'est redressé, a inscrit quelque chose au crayon en marge du livre et m'a fait signe qu'il avait terminé. Nous sommes allés ensemble auprès du bibliothécaire. J'ai emprunté le livre et suis retourné m'asseoir à la même table. J'ai commencé par chercher la page qu'il avait annotée. Sur une page, il avait souligné un passage de Shams. Nous qui sommes inaptes à la parole, puissions-nous seulement être capables d'écouter. Tout dire est essentiel, ainsi que tout écouter. Mais sur les oreilles, je vois des sots, sur les cœurs, sur les bouches, je vois des sots. Et dans la marge, il avait ajouté au crayon: égale la terreur. Ce jour-là, à la cafétéria universitaire, j'ai retrouvé le lecteur des essais de Shams. Nous avons buguté et bavardé. Il s'appelle Enayat. Et donc, Shams, juste pour la compréhension, c'est c'est une des plus grandes figures du soufisme. C'est Shams de Tabriz, qui est né en 1186 et qui serait mort en 1247. Et une note disait un peu plus tôt qu'il n'a pas écrit directement des ouvrages, mais donc ses discours, ses essais, que je vais mal prononcer parce que cette lettre est impossible en arabe pour un petit français comme moi, makalat, d'un cru et pas un cas, ont été consignés par ses élèves et sa pensée est au cœur de l'œuvre du plus illustre d'entre eux, Maulana Jalaluddin Rumi, qui lui consacra entre autres le fameux Diwan et Shams. Et c'est une figure qui revient de temps en temps, comme généralement, donc j'ai l'impression dans tous ses romans, il met quand même beaucoup de références culturelles et notamment littéraires, philosophiques ou vraiment, on va dire narratives. Et bah, enfin, il y a en gros deux passages sur les passages sur Inayat, qui est un ami avec qui il est au début du roman, sont toujours très beaux, parce qu'on voit que c'est un ami qu'il aime beaucoup et qui est très différent de lui et qui l'estime énormément et qui lui permet, je pense, d'avoir peut-être une vision particulière sur sa société, sur sa vie, etc. Mais voilà, donc après ce petit passage que moi j'avais trouvé très joli et qui résume pas mal de choses, puisque bon, bah, effectivement, le mot terreur est quand même dans le titre et revient à plusieurs reprises. Euh, le, le roman, en fait, ce qui est assez perturbant au départ, c'est qu'on est, contrairement à Singh et Sabour, on est avec la femme qui est face à quelqu'un qui est dans une forme, enfin, qui est dans le coma, tout simplement. Là, on est avec quelqu'un qui serait dans une espèce de coma au départ, et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si ce qui est du rêve, ce qui est de la pensée, ce qui est vraiment de la sensation autour de lui alors qu'il se réveille ou qu'il a un peu conscience de ce qui se passe. On ne sait pas si possiblement ça pourrait être un coma éthylique, parce que forcément, on s'imagine rapidement que il aime bien sortir, même si c'est en catimini, même s'il y a un couvre-feu, etc. Et en fait, on comprend qu'il a été blessé, qu'il aurait été récupéré par quelqu'un qui s'occuperait de lui, mais a priori pas quelqu'un qu'il connaît. Hmm.
Donc on retrouve un peu la situation de Singe Sabour inversée Ouais. et finalement, peu à peu, il va globalement se réveiller. Il a été blessé aussi par, des soldats de manière assez stupide. Mmh. Alors pas autant que, le personnage du fils, dans dans apparemment Terre et Cendres ou le personnage du mari dans Singe Sabour. Mais, on comprend globalement que voilà, il est allé voir en catimini après le couvre-feu, en plus, de manière complètement, illégale, dans une arrière-cour ou une arrière-boutique, avec, des alcools frelatés. Enfin bon, Ah oui. avec un petit commerçant qu'il aime bien et un ami donc, qui aime la littérature, qui lit beaucoup et donc qui est pas forcément, je pense, la figure la plus appréciée, par des pays conquis. Il rentre un peu tard parce qu'ils font pas attention au couvre-feu et en gros, il va se retrouver il est un peu enivré et il va se trouver face à des soldats qui voilà, il va juste, faire une blague, même pas une blague, enfin, il va juste répondre globalement aux soldats, pour le dire rapidement et il va juste se prendre un mauvais coup et malheureusement, il va être blessé au point de faire, effectivement enfin, perdre connaissance et perdre connaissance à un bon moment, en fait. Il a quand même un Et il petit se retrouve calme. effectivement Il a quand même c'est plus un rebelle que. Il est quand même plus. oui et Comme dirait l'autre, il a une plus forte agentivité. oui, mais pas mais oui et non parce qu'en fait, justement, on a peu à peu, comme dans a priori, je pense, les 2 autres romans, on apprend des choses un petit peu sur lui, mais on n'a pas beaucoup d'infos non plus. Donc on se doute qu'il est, enfin, il est dit qu'il est étudiant, donc c'est déjà quand même quelque chose. Donc déjà, il est assez jeune, mais il est pas adolescent non plus ou jeune adolescent. Qu'a priori il fait quand même des études et tout ça, mais on n'a pas beaucoup d'informations non plus, donc sur, comment dire? Sur je sais pas une capacité, enfin, comment dire? Je sais pas, des positions spécifiques sur pas mal de choses qui se seraient Mmh. à ce moment-là en tout cas. Donc oui, mais on se doute que c'est un peu débile ce qu'il fait et en même temps il est pas enfin je veux dire c'est pas comme le mari dans Signé Sabour qui est vraiment stupide, vraiment Oui. juste, il y a une remarque sur sa mère et voilà, enfin et en même temps, c'est pas non plus, il est pas montré comme une espèce de Victime. héros Ouais. ou de mec, qui serait extrêmement, tu vois, qui serait extrêmement engagé, contre ce qui se passe ou quoi que ce soit. Juste non, c'est un mec un peu lambda en fait et qui pas de peau est dans une situation, assez terrible et qui vraiment doublement pas de peau, bah, en fait, il est pas complètement en mesure de s enfin, au contrôle de tous ses moyens véritablement et juste ça tombe mal au mauvais moment, au mauvais endroit, pour le dire un peu rapidement et en fait donc il se retrouve dans cette maison avec donc une jeune femme, qui possiblement est un peu plus âgée que lui, mais peut-être pas de beaucoup. Parce qu'elle a déjà un enfant, qui est pas très âgé, mais bon, bah, qui marche, qui parle, voilà, qui a peut-être aux alentours de 10 ans grand max, on va dire et un autre membre de sa famille qui est aussi avec une forme d'handicap mental, mais qui est pas forcément très, très bien décrit et on ne sait pas si c'est véritablement une différence qu'il aurait, de naissance et ou si ça a été possiblement aggravé par l'enrôlement de ce jeune garçon, dans l'armée, en fait Mmh. et le fait que toutes les horreurs, on va dire sociétales potentielles, mises sur, les garçons qui doivent faire leur service militaire et qui doivent, suivre, on va dire, une ligne de conduite particulière, vu que lui avait déjà une forme de fragilité, ça a complètement, détruit, enfin, complètement fragilisé, enfin, juste son équilibre mental et physique et en fait, c'est un jeune garçon en plus, au début, c'est un peu une apparition fantomatique parce qu'il croit voir une figure, dans la maison quand il est un peu réveillé et il commence un petit peu à bouger. Il a l'impression de voir un jeune garçon avec des cheveux blancs, qui est proche de cette femme qui s'occupe de lui. Donc tout est une espèce de vision un peu improbable, où il pense que c'est, je sais pas, ou une espèce d'ancêtre qui viendrait, les hanter ou quelque chose qui c'est une vision en réalité, même s'il y a pas forcément d'explication pour lui. Alors qu'en réalité, c'est vraiment un jeune garçon, qui, bah, pas de chance, a les traits, jeunes, mais les cheveux complètement blancs et parle pas et a l'air, enfin, fédéral et fait des cris un peu particuliers dès qu'il y a un bruit à l'extérieur qui lui fait peur. Enfin, donc il y a tout ça qui se mélange un petit peu et finalement il se réveille et après donc il rentre en interaction avec, les personnes de la maison, mais il reste enfermé parce que forcément, les soldats le recherchent. Donc c'est un huis clos qui est un peu forcé, par la menace extérieure et là où généralement tu as pas mal de huis clos qui sont formés parce qu'on ne peut pas sortir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, là c'est juste qu'il vaut mieux pas qu'ils sortent
et l'extérieur est évoqué parce que justement elle, la jeune femme peut sortir et notamment, bah, il a sa famille qui, se demande pourquoi il ne rentre pas à la maison Mm. et donc on a un peu 3 parties. On a la partie un peu de rêve et de mise en place des choses et de réflexion sur le personnage qui sont donc très intériorisées, avec la découverte peu à peu de ce qui se passe autour de lui. Un moment où il se réveille, il reprend un peu forme et il y a des échanges effectivement avec les personnes de la maison. Il y a des soldats qui veulent venir fouiller, il y a des bombardements, il y a des choses comme ça. Et après, on va dire une troisième, et puis une phase où la jeune femme dit bah écoutez, je vais aller prévenir votre famille, il va peut-être falloir faire quelque chose, mais ne sortez pas d'ici. Donc il y a aussi voilà, une tension un peu particulière parce que lui veut partir, il se sent mal à l'aise, il se dit je suis avec une femme qui est possiblement mariée, enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Et la troisième partie, c'est sa famille et lui, en gros, qui décident de tu vas être chassé, tu vas te faire arrêter, tu vas sans doute te faire tuer, donc tu vas fuir pour rejoindre le Pakistan. Ok. Donc après, il y a un troisième arc, on va dire, qui est de l'extraction de ce jeune homme pour fuir le pays et normalement rejoindre son père qui avait déjà fui mais qui ne veut pas voir, dans le sens où il a une adresse, il a un contact, ça peut toujours jouer pour les passeurs de ce qu'il nous explique dans le roman et il tente de partir et de fuir le pays. Donc c'est comme ça que le roman est découpé. Et donc tout se mélange entre l'idée un peu de, voilà, encore une fois, d'un trajet, d'un huis clos, des visions, de rapports culturels mélangés, de la transmission de savoir, de valeurs, de principes. Il y a encore une fois toutes ces oppositions des règles sociétales par rapport à des situations extrêmes. Qu'est-ce qu'on en fait? De comment on se comporte dans ces situations extrêmes-là juste vis-à-vis de ce qu'on est. Et je le trouvais donc extrêmement bien fait pour centraliser un peu tout ce qu'on a pu évoquer pour Singé Savour et là, a priori pour Terre et Cendres aussi, Oui, sur, clairement. voilà, les générations, les rapports entre les sexes, enfin tout Ouais. ça, ça c'est très, ça se retrouve très, très bien et moi je l'ai vraiment enfin, là je le dis, Singé Savour, on ne l'avait pas trop dit, notre avis véritablement, mais là vraiment, j'ai même presque préféré d'une certaine façon Les Mille Maisons du Rêve et de la Terreur. Hem Mais peut-être parce que j'avais lu Sing et Sabour avant justement aussi. Ouais. T'étais déjà, on va dire, dans l'ambiance. C'est clair que de ce qu'on dit, en fait, il y a un C'est possible. pattern. Il écrit le même bouquin à Ouais. chaque fois, mais pas, je le dis pas de manière négative. C'est-à-dire, il écrit sur la même chose, euh, avec des situations toujours un peu extrêmes, en fait, d'extrême Ouais. vulnérabilité, mais qui, du coup, mettent en avant les choix les plus importants qu'on fait dans notre vie, quoi. Ouais, clairement et enfin, ce que je pressentais et moi, je pense que c'est comme ça que je le lirais, mais parce que peut-être que j'aime bien lire un peu comme ça en faisant un aspect un peu de livre-monde et tout. C'est que, je pense que les 3 histoires, en fait, pourraient se passer quasiment au même moment en réalité et pourraient être juste différents, ouais, enfin, différents chemins de différents personnages, qui sont un peu des archétypes, mais en même temps qui sont vraiment bien décrits et vraiment précisés. Mais c'est très chouette finalement d'avoir, ouais, 3 chemins de groupes de personnages, dans un même contexte qui peut en plus ne pas être forcément, on va dire, heu, laissé, uniquement dans le contexte afghan avec l'invasion, soviétique dans les années 80. Mm. Mais ça me plaisait aussi de le lire en pensant à ce qui se passe enfin ce que je pensais qui se passe d'intéressant parce que n'ayant pas lu et n'ayant lu que le résumé, c'était pas exactement ça de ce que tu m'en as dit, mais aussi Singé Sabour en parallèle et que ça pourrait être dans des villes pas si éloignées ou dans la même région ou des choses comme ça. Et enfin, ouais, ça rendait vraiment vivant, d'autant plus vivant avec en plus l'écriture de Raimi, enfin d'Atik Raimi. Je trouvais ça vraiment chouette, en tout cas de prendre ça en considération. Et ça, ouais, enfin, ça a teinté ma lecture en tout cas. Ça a donné encore plus de corps en fait à ce qui se passait et à tout ce que je pense qu'il veut mettre en avant et rendre vivant par les mots. Mm. Ouais, franchement, moi, par rapport à Singé Sabour, trouvé que c'était mieux écrit, mais je pense que c'est parce que dans Singé Sabour, il y a un côté monologue où elle est familière. Oui, aussi, ouais. Et puis de toute manière, il aborde les violences sexuelles en fait. Donc à un moment donné,
c'est une violence sexuelle, c'est une violence sexuelle, donc Ouais. tu peux peut-être faire une violence sexuelle poétique, mais je pense pas que j'aimerais le lire, tu vois. Et donc, c'est sûr qu'il y a des moments que là, c'est vraiment beaucoup encore plus allégorique. T'es pas dans le moment de la violence, t'es pas sur quelqu'un qui va verbaliser la violence, même quand il a ses flashbacks de ce qu'il a vu. Ça, tu rentres beaucoup moins dans voilà, ces violences-là, tu es beaucoup plus dans bah, comment je survis à ce que j'ai vécu, au drame qu'on a vécu. Et du coup, je trouve que c'est plus poétique. Tu vois plus le côté poétique de l'écriture de Atik Raimi, et je pense que du coup, de ton côté aussi, non? Ouais, de mon côté aussi, il y a quand même, enfin, comment dire? Il y a quand même du corps, au sens premier du terme dans Les Mille Maisons où voilà, ce qui est pas toujours le cas en général, forcément dans la fiction, on peut oublier, que des personnages aussi, bah, ont besoin parfois de se laver les dents, d'aller aux toilettes et tout ça ou de manger. Là, effectivement, les personnages pissent, voilà, Mm. ils vont pisser près des arbres, ils vont pisser dans des ruisseaux, il y a des choses là, ils mangent, ils boivent, ils crachent du sang, enfin, voilà, il y a du corps qui est présent avec, des images qui sont, un peu directes, un peu triviales, on va dire, sans qu'elles soient, forcément aussi violentes que dans Sing et Sabour. Mais voilà, il y a quand même du corps, mais qui se mélange très bien, parce que bon, j'ai pu lire des choses vraiment, vraiment explicites et même en étudier, notamment pour mes premiers mémoires. Donc je suis pas forcément gêné par ça à la lecture quand c'est bien fait, que c'est pas gratuit. Mais, là justement, c'est assez équilibré avec justement aussi encore tout cet aspect très poétique, très élégant, pas forcément trop ampoulé non plus, mais qui est très éloigné effectivement du narrateur qui est en train de tituber et qui pisse contre un arbre en catimini parce qu'il ne veut pas se faire choper par l'armée. Et donc il se dépêche et qui a deux doigts de se pisser dessus, tu vois. Donc il y a ces deux aspects qui sont là dans les mille maisons et c'est un fil tendu qui passe très très bien la lecture, tu butes pas mais c'est aussi parce qu'effectivement il y a moins de violence directe et aussi terrible que dans Sing et Sabour, évidemment. Mm. Et d'ailleurs, je peux te lire, si tu veux, un autre Ah passage que ouais, je trouve très joli encore sur Enayat, c'est une avec page. plaisir. Ce sera rapide. Mais attends. Gna, 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 gna. Qui, celui-là aussi était pas mal. Ouais, c'est ça, parce que bon, ça parle encore d'Enayat et c'est vraiment très mignon. Donc, ça, c'est une citation. Et alors, je ne l'ai pas retrouvé la page, mais en fait, c'est la citation que j'ouvre, c'est une réécriture vulgaire en l'occurrence d'un d'un slogan et c'est vrai que je le retrouve pas parce que l'air de rien c'était important dans le roman quand même quand il le recite à un autre moment. Mais bref, je le retrouverai peut-être tout à l'heure. Si le mien ne se lève pas, si le tien ne se lève pas, si le sien ne se lève pas, qui ira baiser la mère de cette nation? Sur le corps et sur le Mhm. fait que voilà, on est un peu plus trivial effectivement. Et donc c'est un détournement d'un slogan hyper important et cité un peu plus tôt ou un peu plus tard. En détournant le slogan des communistes qu'Enayar s'est condamné à l'exil. Enayat a gribouillé son poème sur un bout de papier, en a fait une boulette qu'il a lancée dans ma direction. La boulette a atterri au pied d'un étudiant affilié au parti, qui ne s'est pas gêné pour la défroisser et pour reconnaître immédiatement l'écriture d'Enayat. Enayat s'est enfui de l'université sans attendre la fin des cours. Le soir même, je suis allé chez lui. Mon ami Enayat a décidé de quitter l'Afghanistan. De nuit entière, nous nous sommes fait nos adieux. Ce furent des adieux poétiques. Nous avons passé les 2 nuits à boire. Nous n'avons pas fermé l'œil. Enayat a voulu aller voir une dernière fois le soleil se lever sur Kaboul. À l'heure où la nuit expire sous les bottes des sentinelles et où les songes se brisent à l'appel du mollah, Enayat et moi, nous sommes allés nous perdre au milieu des vignes, sur la colline de Bahr el-Bala, en attendant que le soleil se montre. Nous avions soif et Enayat a bu la rosée sur les feuilles de vigne. Enayat n'était pas poète, mais sa vie était un poème. Après le lever du soleil, nous sommes rentrés chez lui et avons encore bu. Puis comme nous n'avions plus rien à boire, nous sommes allés à la boutique du Mohalem retrouver les filles de Bacchus. Voilà, donc il y a un peu de tout, vraiment la violence la plus crasse de Mm. la dénonciation sous, sous des régimes politiques compliqués. Le fait d'être un peu
un peu bêta et en même temps engagé politiquement et très poétique aussi. Enfin, enfin, ça résume pas mal de choses cette page-là sur tout ce qui est un peu abordé dans le roman, sur le contexte, les chemins des personnages, leurs réactions aux choses. Et donc oui, rien que pour la beauté du texte, vraiment, je conseille de le lire. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Qu'on aime des littératures très compliquées ou des littératures très simples, vraiment, il se lit très très bien et il y a quand même de très jolies lignes. Ouais, moi j'aime bien son écriture. En fait, c'est ça, il y a du corps, mais en même temps, c'est assez onirique. Il y a, Ouais, c'est hyper visuel et en même temps, euh, c'est bien écrit. C'est dur de bien écrire un truc très visuel, en fait. Enfin, non, non, moi, c'est je trouve vrai. que c'est hyper équilibré, en fait. Oui, il y a pas et même malgré des leitmotivs et donc ce qu'on pourrait imaginer comme des redondances, parce que là, par exemple, sur la page que j'ai lue, il va faire des répétitions, mais en fait, je trouve qu'il y a genre du prénom des Naïades qui revient beaucoup, ou des répétitions de motifs pour expliciter quelque chose qui peut revenir parfois, vu que le roman est court, assez rapidement. Donc il y a encore le motif du tapis, par exemple, Mm, qui va désigner un état d'âme sur comment il se sent par rapport à un motif, etc. Donc là, c'est un tapis qui est rouge et noir dans mon souvenir, et on voit que au fil sur un chapitre, il va de plus en plus mal, donc il a l'impression de se mêler au motif et de disparaître complètement. Euh, je trouve que bon, déjà, c'est quand même un imaginaire très poétique. Mais même sur la forme, l'aspect répétition, un peu comme ça parfois, d'un nom, d'un mot ou des choses, donne, je trouve, pas mal de rythme et un aspect assez musical en réalité quand tu le lis. Donc il y a des chapitres que je relisais à voix haute pour voir un peu ce que ça donnait. Et je trouve que je sais pas si ça a été, s'il le pensait comme ça, mais ouais, c'est sonore enfin, je aussi, trouve que ça hein. fonctionne très bien pour les sonorités, voilà, ouais. Et je trouvais ça assez cool parce que, bon, bah, généralement, on lit des romans parfois sans trop se poser la question. Enfin, ça dépend de comment on lit, mais en tout cas, moi, dans mon cas, voilà, à force de lire, peut-être que tu assimiles plus la chose parfois que peut-être un aspect vraiment purement sonore en lisant. Mm, Et ça m'a un peu remis face à ça en me disant, il faudrait que je sois plus vigilant au quotidien en réalité parce que je passe peut-être à côté de certaines choses. En lisant, alors que c'est censé faire partie aussi quand même un minimum de l'écriture, même si on lit généralement en silence ben, dans le secret de son alcôve, mais bah, il y voilà, a pas mal de gens qui lisent, notamment avec des livres audio, et il y a des gens qui lisent c'est vrai, le livre j'oublie ça. en même temps qu'ils l'écoutent avec le livre audio. Non, Si, 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 et et j'allais le dire, purée, mais en vrai, si tu te non, poses ça la me surprend question, pas, mais j'y pense faudrait que pas. tu regardes s'il est en livre audio. En plus, vu comment lui-même, bah, en fait, il a une carrière aussi de cinéaste et tout, j'imagine bien que si ça existe en livre audio, c'est une connaissance à lui. Enfin, tu vois, j'imagine bien que ça s'est pas fait Ouais, de manière très t'as une décision de voyelle, la quoi. maison d'édition. Tu vois, là, rien que quand tu vois que la Ouais. traductrice, en fait, ils se connaissent, bon, ça pourrait être intéressant en vrai, hein. Faudrait que tu regardes. Ah oui, oui, il faudrait. Après, je pense que j'attendrai un peu pour Oui, là, après, tu vraiment vas faire une oublier overdose. un peu. Non, mais voilà, dans le sens où là, je l'ai lu et je l'ai réabordé un peu avant qu'on se reparle, donc je l'ai à peu près dans l'oreille. Mais effectivement, pour les auteurs comme ça, je sais pas, les livres audio, moi, c'est pas forcément ma première réaction. Euh, mais en réalité, c'est quand même extrêmement chouette, je pense, et que ça doit en plus très bien fonctionner pour certains ouvrages, que ce soit pour mieux assimiler peut-être la lecture ou pour justement avoir cet aspect-là. Et c'est vrai que j'y pense pas assez. Donc, et je connais, enfin, toi, je ne sais même pas si ça t'arrive. En réalité, je crois que j'ai personne dans mon entourage qui ait vraiment cette pratique-là. Donc, avec qui en discuter sur pourquoi ils le font, comment ils le font, qu'est-ce qu'ils choisissent, est-ce que la voix joue énormément. Je suis assez curieux de cette pratique-là, Bah, moi, en fait, mais j'avais mon eu. entourage, a priori, n'est pas concerné. À une formation, il y avait une nana, alors moi les noms, je les oublie, hein, je suis désolée, mais il y avait une Il y a comédienne pas de- bah, de la comédie française qui fait notamment des livres audio et c'était la raison pour laquelle elle était là, pour nous expliquer un peu comment ça se passe,
dans quelles conditions ils font les choses, comment est-ce qu'ils, euh, quels sont leurs objectifs quand ils lisent et tout. Elle, moi j'avais bien aimé bah, sa voix et je l'avais entendue lire, mais c'était de la poésie de Claude Bert, je crois. Et Mhm. j'avais bien aimé. Et je m'étais dit, bon, allez et tout, c'est trop l'occasion pour se lancer dans les livres audio. Et du coup, au salon du livre, j'avais acheté un livre audio. Euh, bah, comme très souvent quand tu achètes en mode allez, on se lance et tout, et que tu réfléchis pas trop, en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pris un livre audio à l'ancienne, que cette dame a lu, a été enregistré, mais donc c'était un CD. Dans ma tête, il y avait un QR code, Oh, tu vois, c'était un CD. Donc, je l'ai. t'as pas de lecteur Je CD. dois l'écouter le jour où je retourne dans les années 2010 et où j'ai un lecteur CD, un ordinateur qui me permet de rentrer un CD. Mais non, mais en On vrai, va y moi. revenir, mec. Ah oui, on va On y va y revenir. revenir, Tam. On va y revenir. Ouais, 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 on va y revenir. Et en plus, moi, en plus, j'avais un peu ce côté, parce qu'en parallèle, faisant des trajets parfois longs, je m'étais dit, mais en vrai, c'est bien d'écouter la radio, mais parfois il y a un petit sentiment d'être sous une montagne de mauvaises nouvelles, quand même. Et du Pardon. coup, je me disais ça, c'est vraiment le moment où voilà, tu mets un livre audio, choisis un bouquin. Moi, c'était plus en mode choisis un bouquin que tu vas peut-être pas lire parce que bah, tu as fortement conscience que tu ne pourras jamais lire tout ce qui t'intéresse dans ta vie. Donc, un bouquin Mhm. que tu peux sacrifier parce que moi, j'ai le plaisir de l'objet et de la vue des mots. C'est bizarre, mais moi, j'aime voir les mots et me dire, ah, il les a mis Mhm. comme ça donne bien, voilà. J'ai un plaisir très visuel, mais voilà, les bouquins où tu dis, bah, j'aimerais bien le lire, mais je consacrerai pas non plus 10 heures, bah, en fait, sur un long trajet, t'as ton petit livre audio, ça le fait vachement, en fait. Ouais, clairement. Voilà. Mais pour le Après, moment, bon, je n'ai mon pas de voiture et de expérience long est un trajet, échec. mais non, mais au moins c'est là et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas sur un long trajet cette année, par exemple. Voilà. Mais il faut que quelqu'un me ramène un lecteur de disque. Oui, non, c'est vrai qu'un lecteur CD à mettre sur un ordi aurait plusieurs utilités, mais c'est vrai qu'en voiture, c'est quand même pas l'idéal. Un baladeur, tu peux pas, donc Malheur, un ouais, baladeur. c'est trop cool les baladeurs. Et ouais, Bah, non, c'est là, pas je vais faux. faire réparer mon Walkman. Il serait temps. Mais deux Walkman d'ailleurs, au cas où. On sait jamais qu'il y en ait qu'un des deux que je puisse faire réparer. Mais j'ai trop hâte. Mais y a-t-il Il y a encore des quelques gens épisodes. qui ont le savoir-faire pour le Oui, réparer? il y en a à Paris. Oui, Ah, oui, oui, il super. y en a quelques-uns. J'avais demandé sur les réseaux, j'avais quelques réponses. Voilà, il y en a quelques-unes, il faut que j'aille les voir. Mais il y en a quelques-unes a priori. Ouais, c'est Donc super. j'ai trop hâte de pouvoir ressortir mon premier Walkman Sony aux couleurs du Bauhaus que j'avais à 6 ans. Parce que en plus de ça, ayant aussi la passion des objets, il est absolument magnifique. Mais, euh, mais voilà. Mais d'ailleurs, on va pouvoir donc ouvrir cette conversation vu qu'on parlait musique. Ah oui. Mais alors juste, Mais si on plus parle plus des largement. bouquins, est-ce que tu as envie de lire Terre et Cendres? Pardon. Oui, clairement. Hmm. Clairement. C'est même si c'est pas ce que j'imaginais, je sais très bien que je vais. Enfin, déjà, l'extrait que tu as lu était très beau et après Les Mille Maisons, clairement, je suis curieux de l'aborder aussi et de faire vraiment cette petite trilogie Hmm. de l'invasion soviétique. Oui, clairement. Oui, j'avoue. On va. Alors, l'histoire de cette guerre, on aura tous les points de vue sauf le point de vue militaire. Mais justement, ça fait du bien aussi. Ouais, clairement. Parce que quand on nous Et donne, il y pareil, a si tu veux tellement de lire Les Mille guerres Maisons. et on nous donne telle ville est tombée, telle. Mm, Et t'es là. Non, mais pour les gens, en fait, c'est même pas. Nous, en plus, les guerres, on les vit vachement comme un accélérateur du temps. Tiens, tel mhm, pays, enfin, je sais pas, la Russie ouais. veut envahir l'Ukraine. C'est un moment où tous ceux qui ont suivi, en étant extérieurs, il y a eu une accélération du temps et on s'est surconnecté pour savoir où ils ont sont. En plus, aujourd'hui, on peut voir Mm, l'avancée mètre par mètre, limite. Et en fait, pour les gens qui sont sur les lignes de front, c'est le contraire. C'est le temps qui se suspend. le temps très long, ouais. Ouais, ouais, ouais.
et où Et tout surtout que devient l'actualité, survie. prend de l'avance et veut absolument voir ce qui va se passer après. C'est surtout Ouais, ça, moi, que je trouve il y a extrêmement de ça fatigant aussi. quand tu es en arrière-zone. Ouais. Ça n'a rien à voir avec, je pense, la fatigue sur une ligne de front évidemment, Mmh. mais il y a aussi ça du, alors quand est-ce qu'il va attaquer ailleurs et quand est-ce qu'il va faire ça et tu es là genre: «Stop, ça suffit». C'est ça. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve vachement en histoire militaire. Le temps du soldat est un temps beaucoup plus lent et beaucoup plus marqué par les objectifs de survie, mais au niveau de l'être humain lui-même, tu vois, la fatigue, la faim, Mmh. la guérison. Et ça, tu le vois vachement chez Atik Raimi, et je pense que ça doit être un choix assez conscient chez lui de pas écrire avec un personnage qui soit dans l'action et dans le temps militaire, politique, etc. C'est vraiment des civils. En fait, Ouais, qui ont il nous vraiment, parle de la guerre, mais du point de vue des des gens quotidiens, ouais. qui sont civils et qui sont là et qui n'ont ni connaissance ni intérêt dans cette guerre-là. Et ça, je trouve Oui, ça clairement, très c'est fort. vrai que c'est vrai et que les conséquences sont, en plus effectivement donc à l'échelle personnelle, à l'échelle vraiment du quotidien et sur, la temporalité du quotidien effectivement. Ça c'est vrai que même dans les mines maisons, il y a de ça de, il y a un couvre-feu, mais on ne sait pas à quelle heure on est, il fait nuit, il fait jour, il sait qu'il doit partir. Après quand il fuit, bah, il y a une perte complète des repères parce qu'il ne sait pas à quelle heure vraiment il est parti, où est quand est-ce qu'il arrive, où est-ce qu'il arrive et cetera et à la fin justement pareil, c'est un peu suspendu et on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas quelle heure il est. Tu as un appel à la prière, donc là après tu sais que c'est l'aube, mais en même temps, il a l'air complètement perdu dans un rêve. Et tu te dis: «OK, ouais, donc il perd aussi un peu les pédales, par rapport à pas mal de ch». Déjà aussi parce que possiblement il a faim, il est fatigué, encore une Mm. fois. Mais, c'est aussi, ouais, ces conséquences-là, à ce niveau-là, rendent des pages assez belles aussi, Et c'est pas effectivement, mal dans aussi, je dans les pense qu'il y médias. a ce côté un peu de la folie dans tous ces bouquins, au moment Mmh, où il y a l'explosion de la violence, bah, il y a des gens qui perdent, qui perdent la rationalité, ne serait-ce que temporairement, parce que bah, voilà, ton cerveau, il doit continuer de fonctionner alors qu'il y a tout qui s'écroule d'un coup comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est mmh, hyper bien parce que nous, dans notre production un peu hollywoodienne et tout, les films sur la guerre, les bouquins d'aventure et tout, t'es dans l'action, t'es hyper rationnel, t'es terre à terre. Et en fait, ceux dont tu traverses le territoire et que tu prends même pas trop le temps de regarder, eux, c'est voilà, c'est le temps suspendu, c'est mmh. la déraison absolue. Enfin, et ça, franchement, c'est un truc qu'il écrit très très bien, de manière encore une fois poétique et tout, mais en vrai, il met en avant un point de vue que quand on fait l'actualité, voire même l'histoire du fait guerrier, on a vachement de mal à mettre la main dessus Mmh. parce que de toute manière, les sources des habitants, c'est rarement celles qu'on va prendre en premier, hein. Ouais et je suis même pas sûr que à l'heure actuelle, avec, même la possibilité des réseaux et tout, ce soit véritablement ce qu'on retienne énormément de même Ouais, tout ce qu'on peut voir des civils au quotidien. ouais, Parce que quoi qu'il arrive, tu as un poids trop grand d'un discours hégémonique, global, enfin des gens qui décident les guerres en l'occurrence, plus complètement. que de celles qui les subissent et c'est enfin, c'était ce qui est d'ailleurs assez fou, c'est parce que c'est peut-être ça qui amène à ce qu'il y ait pas forcément autant de réactions qu'on aimerait sur certains conflits actuels. Mais, alors que pour autant, c'est censé prendre le pas, ne serait-ce que par surprésence, sur, enfin dans la poche de tout le monde sur la planète ou quasiment, quoi. Mm. Donc c'est peut-être pour ça, ouais, qu'effectivement la littérature, et la création générale qui ne passe pas par, l'intelligence artificielle, vu les dingueries encore dernièrement, c'est bien de le rappeler, seront toujours nécessaires peut-être pour, essayer de garder, des écrits qui perdurent et qui seront idéalement un maximum, diffusés, lus et partagés et discutés. Parce que peut-être que malheureusement, les sources premières justement, ne suffiront toujours pas quoi, Ouais, ouais, ouais. ce qui est assez triste. Bah, en tout cas, On est moi, premiers concernés. moi aussi, je lirai celui que t'as lu. Je me suis ouvert On un fera un petit onglet et je me le échange. suis noté pour pouvoir ensuite me Mmh mh. l'écrire dans la liste de livres à acheter, pour ensuite le mettre dans ma liste de livres prioritaires à acheter. J'ai quelques Mais mois je devant te le moi. prête, Je hein, gagne du ça temps, je ira gagne du plus temps. vite. Oui, On va juste faire un échange quand on se croise et voilà. après, il faut que ça rentre dans ma liste des livres que je compte lire
maintenant. Oui, mais enfin, il est pas perdu chez toi, donc c'est Non, pas non, bien non, grave. mais je le lirai dans l'année. J'ai pas envie de le lire de suite parce que, bah, voilà, c'est un peu le même Ouais. contexte, le même auteur, mais je le lirai dans Mmh. l'année. C'est cool en tout cas, Bah, écoute, c'est bien. notre notre petite chaîne, nous aura fait découvrir un auteur, qui est, je trouve, une belle découverte. Moi, je trouve ça super chouette. Oui, parce que je le connaissais effectivement de nom via le Goncourt, parce que j'avais dû l'entendre et c'est à peu près tout, on va pas se mentir, parce que j'avais pas vu, l'adaptation et les adaptations, enfin ce qu'il a pu faire aussi après, par moi-même. Enfin, j'étais pas tombée dessus et bon, bah, c'était un peu oublié, quoi et donc là, ça tombait vraiment bien parce que sinon, j'aurais pu attendre encore longtemps avant de peut-être, je sais pas, jeter un œil dessus ou être amené à jeter un œil dessus. Mmh. Donc excellent choix de cette programmation, j'ai envie de dire. Et du coup, je t'avais C'était un très coupé, bon commencement. Tu sur la disais? musique, mais tu as quelque chose à nous Bah, en dire? fait, non, c'est qu'après, oui, bah, c'est que j'avais un peu, bah, en fait, c'est que je m'étais j'aime bien faire ça, un peu, lire et voir des trucs en arborescence et c'est ça le souci, c'est que, tu ouvres un onglet, tu en ouvres 15 000, enfin plein de gens font ça, tu vois? Mais Mmh. mais là, forcément, tu regardes un peu l'actualité, depuis quelque temps, surtout avec l'Afghanistan depuis 2021. Et tu as des articles qui ressortent chaque année et tu as des nouvelles lois, tu as des nouveaux trucs et donc voilà et donc j'ouvre plein de choses et cetera et je perds une nouvelle, après-midi à ne pas rédiger ma thèse, mais à apprendre plein de trucs et et donc heu et donc voilà et donc non, c'est qu'en fait, en termes de voilà, en termes de discussion, j'avais un peu regardé aussi, enfin, pas une revue de presse non plus, mais me dire: «Tiens, vu tout ce qui est abordé dans le roman», enfin, c'est quand même, enfin, il écrit c'est quand même hyper important parce qu'il écrit vraiment 2000-2002 et dans ces années-là. Les talibans, ils sont au pouvoir entre 96 et 2002, si je dis pas de bêtises, Ouais, ouais, il me semble, grosso que je modo. Là, on le lit alors qu'ils sont revenus, donc ça fait 2001, là jusqu'à malheureusement 2025 et possiblement encore après et hem et en fait, jusqu'en enfin, 2001. vu tous les sujets 96-2001. ouais, ouais, à 2001, OK, je pensais D'après que l'UMNI enseignant, d'après le ministère de l'Éducation nationale. OK. D'accord, écoute, on va dire que c'est une valeur sûre. Mais bon, écoute, c'est toujours, quelques mois en moins, sous leur joug. Mais ouais, donc je m'étais j'avais reregardé effectivement des articles sur les interdictions, de parler, de chanter, de transmettre, des échanges entre les populations et tout et bah, ça permettait peut-être de, je sais pas, mettre en avant 2-3 informations que des gens qui nous écouteraient n'auraient pas eues ou qui pourraient les amener à se renseigner pour savoir un peu ce qui se passe et bah, effectivement, il y a eu dernièrement, bah, l'interdiction des femmes de parler en public, Ouais, donc forcément de chanter ou même de lire ouais. et le truc que j'avais trouvé le plus dingue, c'est que, beaucoup de ces lois, instaurées par les talibans sont quand même extrêmement floues, mais tu as des points de détail. Alors pardon, on va pas dire point de détail aujourd'hui avec les nouvelles de Marine Le Pen, on va prendre une autre expression. Il y a des petits recoins improbables dans ces lois où par exemple, je l'ai donc appris dernièrement, parce en lisant des articles plus précis sur le sujet, qu'elles n'ont même pas le droit d'être entendues alors qu'elles sont chez elles depuis l'extérieur. Donc ça veut dire qu'elles enfin, Elles peuvent pas il y a éclater de même rire, mais non, hein. Que non! veux-tu? Et elles peuvent même pas donc a priori, si des fenêtres sont ouvertes ou si elles sont proches d'une ouverture Elles potentielle pour X doivent raisons se selon taire. comment sont fait leur maison, si elles sont entendues à l'extérieur, sachant que globalement, c'est plutôt les hommes qui sont sur l'espace public et l'espace extérieur, Mmh. elles peuvent être dénoncées alors qu'elles sont chez elles et je trouve ça absolument incroyable que Ah ça aille là. jusque-là dans la perversité du détail de la loi, de machin et cetera. Hem Et enfin, je trouve ça machin et c'est quand même l'énonciation littérale de la loi par, donc le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice. C'est quand même enfin genre, c'est comme une titulature Digne de d'un roman roman de dystopique, SF. hein. Voilà, exactement. La voix de la femme est considérée comme un instrument potentiel du vice. Et C'est quand ouais. même ouf et alors je sais que c'est une traduction, donc le mot instrument effectivement est possiblement, voilà, pas forcément polysémique en pachto parce que là, deuxième point, que j'ai pu voir effectivement en termes de dernière décision absolument lunaire du gouvernement, mais en réalité pas si lunaire quand on considère que pas mal de pays, même occidentaux, font la même chose en ce moment.
c'est que, on a, aussi donc une loi un peu plus récente. Hem, donc l'Afghanistan a en gros plein de langues, Oui, mais tu dois même le mieux le savoir que moi. Mais globalement, il y a 2 langues nationales, notamment depuis, la constitution de 2004, donc en réaction, je pense, au premier gouvernement taliban oppressif 96-2001, qui dit que normalement c'est vraiment le pachto et le dari. mm, Le dari étant basé sur le persan, véritablement plus que le pachto. oui, Mais malgré tout, il y a aussi des mots persans, je pense, iraniens, enfin vraiment purement de l'Iran, qui doivent transiter, notamment, je pense, dans tout ce qui est savoir et culturel. Ça ne me surprendrait pas. Sachant que d'ailleurs, dans le persan, il y a plein de mots français, par exemple. Euh, et donc les talibans viennent d'interdire, dans le cadre universitaire, toute trace de persan. Il faut quand même donc savoir que le pachto et le dari sont compris par globalement l'entièreté de la population. Et que donc le dari serait interdit dans les universitaires et que alors attends, j'avais noté ça quelque part, le détail, j'avais les pourcentages et tout, mais en gros il est compris par toute la population, il est parlé par la moitié de la population, donc c'est quand même pas rien. Et on arrive à quand même à des gens qui sont, je pense, dans la fonction publique, etc., qui sont virés de leurs emplois et ouais, c'est une manière de parce qu'ils ne purger. parlent pas le pachto. Et Ouais, ouais, voilà, ouais. Parce c'est qu'ils ne une connaissent manière que de purger. parce que le dari est leur langue maternelle ou parce qu'ils comprennent le pachto mais ne le parlent pas assez bien. Ouais. Bah, Donc je trouve ça quand même lunaire. ça rejoint un peu quand on avait présenté Singh et Sabour, j'avais fait le choix de parler dans la petite chronique sur l'histoire, de Ouais. parler justement de cette écriture antique qu'est l'élamite et qui a été déchiffrée en 2022 par un chercheur français qui travaille et qui vit en Iran avec toute l'idée on en a peu parlé en France et tout, mais aussi en Iran. Et il avait été interviewé là-dessus sur France Culture par Xavier Mauduit. Et en fait, en gros, il disait, bah non, en fait, ça n'a pas été ni bien reçu ni mal reçu, c'est juste que bah, ça n'a pas été reçu du tout. Alors que bah, c'est une Ouais. mise en avant de l'histoire, enfin, à un moment où Oui, tout le monde est dans son récit nationaliste, ça pourrait être une opportunité exactement. folle de dire, mais en fait, s'il faut, c'est ici qu'il y a eu la plus vieille écriture connue à ce jour et tout. Il pourrait vachement rentrer dans ce Mm. débat-là. Mais en fait, bah non, C'est parce très que occidental, c'est une faut faire langue peut-être. qui ne correspond pas aux valeurs, bah, Ouais. aux valeurs du gouvernement iranien et donc en fait, au contraire, son université, son université a promu son travail le paye, etc. Mais elle n'a pas été promue par le monde politique, la sphère politique, parce que potentiellement, en fait, ça va à l'encontre de leur... Ouais. ouais, voilà, tu as compris ce que je veux dire. De leur... Oui, oui, comment dire des ressorts de leur domination globalement. et Enfin, voilà, exactement. et de leur mythologie personnelle et d'une mythologie nationale Exactement. et Quand tu sais qu'en fait, évidemment. bah, de toute manière, entre l'Élamite l'Iran d'aujourd'hui, bah, il y a quand même bah, voilà, la Perse. Et en fait, Mhm, l'histoire perse et persane est marginalisée, stigmatisée en fait en Iran actuellement. mhm. Donc c'est ce que tu dis de l'Afghanistan avec le Dari, c'est voilà, c'est bah oui, bah, c'est une langue qui est issue d'un monde polythéiste, tout ce que vous voulez, donc c'est pas bien quoi. C'est pas bien, Bah, là il faut aussi, l'effacer. oui, bah, surtout que c'est, en fait, je pense, enfin, je suis absolument pas spécialiste, mais ça donne un peu l'imaginaire que vu que les talibans sont globalement tous d'ethnie pachtoune, Ouais, c'est pas surprenant que ce soit une imposition, enfin, en fait, quand même très tournée juste vers eux-mêmes oui. pour essayer de recréer effectivement de toute façon une histoire plus globale, mais basée sur une poignée de mecs en fait. Mm. Et c'est quand même détruire, enfin après tu me diras, encore une fois, plein de pays l'ont fait et c'est la base de la colonisation aussi par le langage et tout ça, mais c'est quand même fou au sein de leur, quand même vraiment au sein de leur propre pays avec vraiment la moitié d'une population et c'est quand même là depuis quand même excessivement longtemps, c'est même plus ancien que des régionalismes, entre guillemets, donc ça peut paraître encore plus terrible, tu vois, que sur, je sais pas, genre, ne serait-ce que la France, je pense, avec les langues régionales, même si c'est déjà terrible, évidemment. Mm. Mais enfin,
je trouve ça assez fou et de se dire, bah oui, bon, bah, on sait que ça a été fait par le passé ailleurs et que c'était pas une bonne solution et que c'était un peu terrible. Et en fait, moi, ce qui m'avait intéressé là-dedans, c'est que vu qu'il parle beaucoup de la langue, lui, que, que j'imagine qu'il devait écrire en dari, Oui, il a écrit en priori, dari. ces romans-là. Et que, en fait, bah, l'air de rien, ça montre bien que, même là, ces romans, a posteriori, d'autant plus, sont en forme de résistance et que toutes ces lois sur la langue et sur la juste l'expression et la possibilité d'échanger, ça cloisonne déjà, bon, les possibilités de résistance et d'échange entre les personnes, donc c'est quand même, diviser pour mieux régner et que surtout, bah, en fait, ça ne permet pas à la langue de se diversifier et d'évoluer en réalité et donc c'est possible que par les diasporas en réalité et c'est ça que je trouve assez hyper intéressant, c'est-à-dire que, qu'est-ce que, quelle littérature, quelle langue il peut y avoir si malheureusement un on va dire un joug politique reste aussi longtemps sur la langue et sur les usagers de la langue, alors que bon, bah, tu as plein d'interdictions sur certains mots et sur certains vocables et sur certains échanges entre différents types de populations, différents groupes de populations. Et en réalité, est-ce que on va pas se retrouver avec effectivement des langues qui en réalité ne vivent que à l'extérieur des pays concernés? Ouais, Et je trouvais ça assez intéressant, enfin de garder ça en tête en lisant, en me disant: «Bah, je lis un truc qui effectivement, si je le lisais dans la langue possiblement, bah, dans 20 ans serait plus ou dans 30 ans serait peut-être plus facilement lisible par les gens de par ses propres compatriotes en fait. Pour X raisons, sur des interdits de langue ou sur, un manque d'usage d'une certaine langue, par ses compatriotes restés au pays et des nouvelles générations qui apprennent différemment la langue en fait. complètement. C'est hyper intéressant Et et enfin voilà, ça me fait, j'avais ça en franchement, tête en le lisant. ce que tu me dis, ça me fait penser à, une autre zone géographique, culturelle et tout. Mais franchement, ça me fait penser, on aimerait lire un bouquin coréen dans l'année et on Ouais. pourra relancer le débat, notamment avec les très nombreuses langues qu'il y a en Asie du Sud-Est et les enjeux qu'il y a avec un truc tout bête, surtout pour nous qui utilisons un alphabet assez simple, Mmh. c'est les touches. Les touches des téléphones, les touches des ordinateurs, qui en fait imposent Mmh. une écriture particulière et qui participent à l'effacement de pas mal d'idiomes. Oui, clairement et Et même, des façons j'ai d'écrire lu dans des l'éducation, tu articles, vois? mais franchement, Par ça clavier. serait intéressant, je vais me le noter, pour en reparler quand on sera dans cette zone un peu géographique. Parce que j'ai lu des articles de jeunes informaticiens et tout qui en fait, se disent, mais en fait, pour lutter contre ce que tu dis, hein, cet effacement culturel, Mmh. euh, on va créer des claviers, en fait, des logiciels qui te permettent, avec ton clavier imposé, de Mmh. pouvoir continuer d'écrire dans ta langue maternelle à toi. Mais surtout que même en-delà alors déjà c'est une excellente idée, sachant que même en allant plus loin, la enfin, je vais pas faire le vieux con qui, voudrait utiliser des plumes, tu vois? Mais rien qu'à faire avoir un clavier avec, je pense, une position spécifique et des raccourcis spécifiques et cetera, genre déjà donne un canevas, en fait, à ta propre langue. Admettons que tu sois sur Complètement. un alphabet latin, tu vois? Mais avoir un AZERTY ou un QWERTY, je pense que ça joue sur ton expression aussi énormément vu que tu as un device qui est, déjà, qui est forcément qui offre des possibilités, mais forcément des limites. Donc j'imagine que sur des langues où c'est, en plus tu joues sur 2 alphabets parce que tu parles anglais ou tu utilises un clavier à la française, enfin la française à l'occidentale, alors que tu as d'autres alphabets, je pense que c'est encore plus particulier dans ton esprit quand tu, formes juste des mots dans ton cerveau, quoi. Oui. Et puis là, après, on touche à un débat un peu philosophique de si le mot n'est pas... avec l'effacement de certaines langues, il y a bah, les langues, c'est des constructions Mmh. grammaticales qui guident la pensée. Et donc, en fait, si cette langue-là disparaît, la manière de penser qu'elle supporte, dont elle est le squelette, en fait, disparaît aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment pas juste un enjeu de pouvoir politique, c'est vraiment un enjeu Mmh. bah, de purge, hein, c'est vraiment ouais, purger un pays d'une composante de sa population, hein, c'est...
Bah, tu parlais de la Corée, c'est exactement, enfin, c'est le cas entre Corée du Nord et Corée du Sud. C'est même, enfin, en termes langagiers, je pense que des Mmh. linguistes, d'un coup, ça s'ouvrait, même si la plupart des gens de Corée du Sud n'ont pas envie. Enfin, ce serait hyper intéressant de voir effectivement, comment les langages se confrontent et comment les gens discutent et même sur, effectivement, sur l'idée de tonalité, sur l'idée de, je sais pas, enfin, je tu vois, de second degré, de choses comme ça, enfin, selon comment tu vis, donc comment tu discutes au endroit où tu vis, tu as plein de choses qui font que ça se trouve, c'est juste des peuples qui peuvent pas se comprendre en ayant encore une langue commune, tu Mmh. vois? Pour plein de raisons, parce qu'il y a des choses où ce serait compliqué je sais pas, d'avoir toute la nuance potentielle dans une phrase ou, et cetera, ou même justement dans un ouvrage ou dans un film ou des choses comme ça. Ça Complètement, ça me ça mo ça module tellement le cerveau que, ça prend tous les sens, ça concerne tous les sens, quoi. complètement. Donc, ouais, non, pour la Corée, peut-être qu'on Bah, pourra alors je aborder me le aussi, suis je ne sais noté pas. bah, on n'avait pas été très, original, on pensait prendre, c'est quoi? C'est le prix Goncourt qu'elle a gagné? Oh, ou le prix Nobel? De toute façon, Je sais plus. attends, attends, je confonds avec On je confonds. passait Alors on c'est à pensait, quand? à Han Kang, je le dis très mal. Mais c'est pour l'hiver prochain? C'était pour début 2026, non? Ou pour fin Alors là, je sais pas, je 2025? suis sur, ce Au qu'on avait calendrier? prévu, mais je me le suis noté. De toute manière, il faut que je cherche. Je sais que j'ai lu plusieurs articles sur Courrier International qui parlaient de ça. Je chercherai, Ouais, on en reparlera parce que franchement, c'est en lien en plus ouais, avec nos ouais, questions et sur les traductions. ouais, Euh, justement, et enfin, ça m'avait vraiment traversé avec, lui, je me demande bien ce que pas tous les auteurs qui sont, enfin tous les artistes qui sont à l'extérieur, enfin qui forment une diaspora en fait, comment ils ont cette perception-là quand ils savent clairement que la langue dans leur propre pays est un peu nivelée et qu'eux, elle forcément elle s'expand, elle se développe au contact d'autres langues en étant à l'extérieur et en vivant plus ou moins en proche de gens, de leur propre culture ou de leur propre langue. Enfin voilà, je me posais là un peu la question, mais bon, ça concerne toute diaspora en réalité, mais d'autant plus quand il y a des pouvoirs politiques qui ont, ouais, qui qui accélère la cadenassent un peu tout chose. ça, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mm, mm, mm. On l'a prévu en janvier pour le moment, mais on Ouais, c'est avait ça, dit ouais. que si jamais il y a du monde qui commence à nous suivre un peu, on pouvait essayer de voir, de réadapter le calendrier pour avoir quelques Oui, personnes si, qui lisaient en même temps que nous. s'il y a Mais des de base, c'est prévu pour Coréabous, janvier. on peut en parler plus tôt et évidemment et j'ai déjà une invitée en tête qui sera absolument charmante et qui possiblement en plus pourra, vu que Ji-Hoon, est retournée vivre en Corée, Ah, trop pourra chouette. peut-être d'autant plus nous parler de De là-bas. comment ça se passe. Quel est le rapport, vraiment de notre génération des plus jeunes, par rapport à la Corée du Nord et les jeux et les par rapport aux générations, plus âgées qui ont pas du tout la même vision des choses. Mm. Mais, donc notamment sur la langue, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un avis assez chouette sur le sujet. Ouais, Mais voilà, mais ça me faisait penser aux USA parce qu'en fait, les USA font la même chose vis-à-vis des universités, dernièrement, en réalité, avec, les mêmes volontés politiques, en réalité, derrière. Donc, quand ils veulent complètement. que toute l'université américaine ne cite pas certains mots, ce qui est assez stupide, qui est assez trivial donc comme décision enfin, Ouais, c'est j'allais pas dire vraiment stupide, tu vois, parce que ça, on sait que c'est des politiques qui fonctionnent malheureusement. oui, mais c'est juste que quand tu veux retirer genre certains mots un peu usuels, ça rend la chose un peu stupide et ridicule. C'est ça que je voulais dire dans ce sens-là, Mm. même si effectivement c'est extrêmement, pernicieux et efficace. Mais en fait, c'est pour la même chose, donc c'est assez fou de se dire qu'aux 2 extrémités du globe et finalement, oui, il y a un petit côté, même politique pour les mêmes, un peu pour les mêmes buts, ou avec les mêmes idées un peu rances derrière, quoi. Ouais, ouais, Alors ouais, que les pays complètement. n'ont rien à voir et se détestent. Mais bon, donc voilà. Et après non, si tu veux, vu que je suis tombé sur de la musique improbable, je parle beaucoup là, Vas-y, moi, mais je peux je t'en juste te donner prie. des noms si tu veux. Parce qu'effectivement, il y avait aussi l'introduction, de la musique et des instruments et tout ça, donc ça permettait une petite, transition avec, la voix de la femme qui est un instrument de vis. Et Mhm. ça aussi, c'est depuis 2021, c'est vraiment ça, c'était un truc pour Ravel qui a été fait tout de suite. Donc vraiment, ça a été une priorité pour eux. C'était Ouais. vraiment genre: «On arrête toute la musique». Ce qui était déjà le cas dans mon souvenir, Et à oui, lors bah de leur là, pour premier le mandat, coup, on va dire. c'est en lien avec leur loi religieuse, hein, là, pour le Ouais. coup.
Ouais, mais tu vois, enfin, c'est ça c'est que ça amène à, tu vois, à mettre en scène des instruments brûlés, saccagés, et que les soldats qui sont envoyés chez, des gens, c'est vraiment: «Vous allez détruire les instruments spécifiquement», c'est quand même Bah, il y a, c'est incroyable, quoi. M. Bouga Sarr qui a écrit tout un truc là-dessus. Mmh mh. Terre Sainte. Bah, je vais me le noter, écoute. Je l'ai. Ah bah, je le prends volontiers. C'est avant qu'il ait eu son prix. Et c'est un village qui tombe sous le contrôle d'un extrémisme religieux qui interdit la chanson, la musique et surtout Mmh le mh. chant. Euh, et en fait, que cette forme d'expression artistique devient une forme de résistance qui n'est pas Ouais. forcément politique, en fait, qui est juste exister, quoi. Ouais, Terre bah, surtout que ça, Sainte. enfin, ça rentre, ça rentre en résonance avec tout le reste, c'est que c'est vraiment, parce que par le chant et par l'écriture de la musique, tu as beaucoup de choses qui rentrent en compte aussi en parallèle, en lien avec, faire du film, donc écrire quand même des dialogues ou écrire un scénario ou écrire un bouquin, et que, bah, le langage passe aussi par le chant et par les chansons. Ça fait aussi l'histoire d'une langue en réalité, donc pareil, avec le chant religieux qui ne se renouvellera absolument pas, sous des régimes tels que celui-ci. Heu, Ça aussi, je pense, a un affect monstrueux sur le langage. Donc pareil, ça m'avait un peu marqué, je voulais me enfin, je l'avais donc dit, «Tiens, est-ce que je peux relier, toute cette réflexion à tout ça?» Et je suis tombé donc sur l'info que, en petite réaction, clairement à ce qui se passe, l'UNESCO a classé, à la liste donc du patrimoine culturel immatériel, en Mhm. décembre dernier, l'art et la fabrication et la pratique, c'est quand même, c'est notable comme précision, du, roubab qui est donc, vraiment le luth traditionnel, afghan. Oh! Il y a le En gros, il y a le roubab et le doutar. Donc le roubab, en fait, dans mon souvenir, c'est un luth qui est assez court, qui a un manche assez court et qui est fait en bois de mûrier avec, bah, généralement, je pense, de la peau de mouton, et qui a que 3 cordes, si je dis pas de bêtises, et qui est vraiment l'instrument typique, vraiment historique, et cetera. Et donc les articles que j'avais pu voir, c'est que, bah, tu avais toujours des artisans et des gens qui en avaient, qui les cachaient et qui disaient juste en avoir un, en fait, et même en avoir un est un acte de résistance et en fait me rend encore un petit peu heureux. Mais enfin, c'est impossible d'en jouer parce que je peux vraiment juste me faire dénoncer par n'importe qui, donc c'est juste impossible. Hmm. Et donc je m'étais un peu renseigné sur, donc différents artistes à écouter, pour me bon, en me disant que possiblement, en fait, c'est des instruments qu'on n'entendra quasiment plus aussi, en fait, l'air de rien, sur Et oui, l'histoire de la musique et l'histoire des sonorités. là, vraiment, t'es là, ouais, Bah ouais, c'est donc une voilà, politique donc systémique, là. T'es pas à l'échelle ouais, de on règle un problème de notre point de vue, on fait mmh, disparaître bah, une culture. bah, possiblement bientôt des roubables, il n'y en aura plus qu'au quai Branly Ouais, et on n'a pas envie de ça du et tout, c'est quoi. problématique Évidemment que non, qu'ils soient au Quai bien Branly. sûr, Comment et sont-ils c'est arrivés pour au ça Quai que Branly? C'est une grande question. je sais que je dis ça en riant jaune parce qu'on s'en retrouvera là, et possiblement plus personne n'en joue, enfin, je vais loin, ça n'arrivera pas de sitôt, et puis enfin, c'est pas c'est pas moi qui vais sauver cette pratique-là, mais enfin, j'étais là genre: «Ah ouais, on en est là», et effectivement, il y a quand même des instruments qui vont disparaître juste parce qu'ils sont basés véritablement sur une région, et qu'il Et ouais. y a pas forcément de mélange, ou des gens qui peuvent encore faire vivre cet art-là, bah, c'est des choses qui peuvent disparaître très vite, en fait, en tout cas, et très facilement, et c'est à ça qui m'avait un peu marqué. Et du coup, tu Et donc, considères des que la classification par l'UNESCO, c'est un peu pour euh, mettre le doigt sur ce danger? C'est Bah, oui, un parce que acte de l'UNESCO agit un résistance. peu comme s oui, mais à la UNESCO, tu vois? Enfin, Ouais, c'est à la toujours un peu UNESCO. comme ça Un où, papier, quoi, une case. c'est bah, un peu, c'est que c'est très bien, enfin, c'est très bien, on va dire, à l'échelle occidentale, mais sur les faits, sur le terrain, je ne sais pas quelles actions peuvent être vraiment mises en place à la suite de ça, ou quelles influences, vraiment un classement à l'UNESCO a derrière, en réalité. Hmm, Je suis pas sûr que ça soit vraiment donner le «là» pour vraiment des choses, enfin, du moins à chaque fois, et puis ça ouais. doit dépendre des pratiques ou de la chose concernée. Il y a des choses vraiment plus simples que d'autres. Mais, en fait, c'est juste qu'en termes de timing, c'était assez, bon, c'est pas surprenant, mais forcément, voilà, tu te dis: «Ah OK, ça serait pas arrivé il y a 5 ans, quoi, a priori».
et que peut-être que ça peut amener derrière à avoir des petites réactions, je sais pas, d'autres pays qui seraient plus proches de ces cultures musicales-là pour se dire genre: «Ah tiens, il y a un petit sursaut», Ouais, je sais pas, mais je pourrais pas dire, mais effectivement, ça reste très symbolique parce que c'est l'UNESCO et que parfois ça peut peut-être amener des choses, mais sur le long terme, j'en suis pas convaincu quoi, tu vois? Parce qu'il y a pas, de vrais changements, politiques, pour les personnes malheureusement concernées, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, voilà, peut-être que des gens de l'UNESCO diraient: «Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on fait à chaque fois, dès qu'il y a un classement, c'est absolument incroyable, on sauve des vies, on sauve des pratiques». Voilà, je sais pas. Mais bon, de mon humble point de vue, je me dis: «C'est bien», mais est-ce que ça suffira pas forcément en termes de sursaut tout de suite, si d'un coup, malheureusement, bah, je sais pas, il y a juste plus de gens qui le pratiquent véritablement et qui, peuvent inscrire en plus durablement leurs pratiques et les sons et cetera associés et qui continuent à écrire aussi et pas forcément avoir que des, heu, que des patrimoines anciens remis au goût du jour, remis en avant, tu vois? Oui, C'est aussi ça. ouais, C'est-à-dire avoir toujours des gens qui continuent à créer avec ces instruments-là. ouais. Parce que sinon, c'est effectivement juste du muséal et globalement, bah, je suis pas sûr que si c'est pas vivant, ce soit vraiment intéressant en réalité, et vraiment, suffisant, quoi. Oui, suffisant, ouais. C'est toujours le souci. C'est plus vivant, quoi. Bah, voilà, donc et tu peux pas être partout et gérer tous les instruments et toutes les pratiques artistiques, tu vois? Mais, enfin, en tant que pseudo ch historien de l'art, pseudo mec qui a bossé en conservation et tout, enfin, c'est toujours des questions que tu te poses, tu dois avoir sur qu'est-ce que tu gardes, pourquoi tu le gardes, combien de temps ça peut durer, qu'est-ce que ça dit, est-ce que ce contexte-là est idéal pour, faire parler de quelque chose? Notamment quand tu es sur, bah, bon, moi je connais un peu les arts déco, donc ça rend l'idée des pratiques rentre aussi énormément normalement sont censées être vraiment considérées aussi ce que tu conserves et pas juste un objet et donc d'autant plus pour des instruments de musique, c'est encore plus parlant. Après moi, je suis pas spécialiste, mais enfin, du moins, c'est la première réaction que j'ai quand on parle de ça, dans ce cas précis. Moi, je me dirais tout de suite, c'est: «Ah oui, bah, il faut conserver, du son, mais il faut pas conserver que du son, il faut conserver les instruments, il faut conserver normalement les mains qui sont capables de les pratiquer ou les voix et en même temps, des gens qui peuvent continuer à créer, quoi, parce que sinon ça ne Oui, oui. sert absolument à rien». Bah, ça Voilà c'est donc la première étape, mais c'est sûr qu'une culture bah, qu'on laisse vivre, c'est une voilà. culture où la production, Ouais. elle continue, c'est sûr. Mais Bah, là, elle est malheureusement, rendue au moins possible en tout cas, effectivement. et ouais. Mais là, je pense que malheureusement, bah, encore une fois, la première question, c'est la survie. Et on ne peut pas non plus demander aux gens qui vivent dans des régimes dictatoriaux bah, Ah oui, de combattre sur tous les fronts, oui, oui, alors que bien déjà, bah, ils sûr. doivent survivre eux-mêmes, hein. Ah oui, non, bien sûr, mais se dire que, enfin, malheureusement, voilà, il y a on peut pas prendre nous ce truc-là sur, enfin, de quel bout on le prend, on sait pas et il Mm. y a pas de bout parfait et que, malheureusement, effectivement, une action précise sur genre juste les instruments de musique, en fait, engage plein d'autres choses derrière et sont liées, en fait, aussi, bah, comme je sais que là, je faisais le lien avec entre vraiment, la production de la musique, donc du chant, donc de la parole, donc de l'écriture, Et donc ouais. de la langue et que en réalité, un tout petit truc déclenche une conséquence de chiasse improbable sur plein de sujets et enfin et que c'est donc extrêmement perturbant, extrêmement fatigant et qu'en fait, bah, les résultats, néfastes sont sensibles assez vite, quoi. C'est ça, c'est en fait ce qui est déprimant, c'est que tu vois à quel point il est facile de jeter le premier domino pour tout Mmh, détruire, et à quel point c'est difficile, ne serait-ce que de rompre cette chaîne de causalité en fait, mmh. avant même de commencer à se dire bon, on va remettre les dominos à leur place et droit. C'est vraiment compliqué. Mais on est parti sur un sujet Ah difficile. bah, on On parle de avait la dit langue, qu'aujourd'hui hein. tout allait bien, qu'aujourd'hui il C'est y vrai avait qu'on devait être un peu hors des format, un peu grands, bordélique, mais en fait, oui. ouais, des grands discours dans nos tribunaux, que voilà, on avait dit que ça allait bien aujourd'hui, dans Bah, notre France en tout cas. je vais dropper des noms, rapides de gens incroyables qu'il faut qu'on connaisse. Voilà, je mets ma petite pierre à l'édifice pour qu'il y ait une trace sur le net supplémentaire des noms de ces gens-là, même si c'est pas comme s'ils étaient, ouais, j'avais passé des heures à chercher aux archives des noms d'artistes improbables et complètement obscurs. Mais bon, voilà, je me dis que c'est toujours ça de prix en plus. Voilà, donc sur il y a des noms un peu immanquables, Hésite pas à les heu rentrer sur le chat, comme ça au moins en plus. C'est
C'est ce que je vais faire. Après, effectivement, voilà, ce sera pas après on pourra si tu veux garder donc une trace, pour YouTube et tout ça, on pourra les rajouter, dans les références de la vidéo. Oui, j'ai fait le Hem, choix de ne pas avoir le chat qui apparaît, en parce que déjà je en trouve que le somme, fond on est peut les trop mimi, rajouter. Oui, le fond est mais bon, ça peut évoluer. Mais là, ouais, rentre-les et puis de toute manière, c'est pas grave, alors, si quand, plus que si, quand j'aurai le temps de nous créer un compte, YouTube et tout, je les rajouterai. Et j'aimerais avoir le temps ce week-end ou le week-end prochain, mais bon, le week-end prochain, il y a le salon du livre, qu'on n'appelle plus salon du livre mmh d'ailleurs. je sais même plus Euh, ce qu'on dit. on dit le festival du livre, je crois. Mmh, Euh, OK, voilà, ça change tout. Et OK, je sais peau plus, il y neuve. a autre chose qui fait que le week-end prochain, ça risque d'être un peu chaud. Mais ce week-end, idéalement, j'aimerais Mmh. passer de notre petite mare à au grand océan qu'est YouTube et essayer de faire ça, ouais. Et bah, parfait. Donc je note effectivement en gros pour les noms un peu immanquables, on a Ouais, Oustad Raïm, Roushnawaz qui fait du roubab donc, qui est un grand joueur de roubab. On a, je crois qu'on dit Jeda, mais je suis pas sûr. Jeda Mohammad qui lui fait du doutar, qui est une autre, sorte de luth qui, lui dans mon souvenir a un manche assez long, donc les sonorités sont assez différentes. Et sinon on peut aussi retrouver, Youssouf Mahmoud qui lui joue, à ma connaissance uniquement, mais peut-être pas, du tabla, mais pour le coup qui est une espèce de tam-tam pour le dire très vulgairement et qui est un instrument indien à la base. Tu as beaucoup d'échanges musicaux effectivement entre, plutôt les régions au niveau de l'Inde, et l'Afghanistan. Donc j'ai mis les 3 noms déjà. Et Oussad Raïm Roushnawaz, j'ai trouvé plein de morceaux même sur Instagram, enfin des choses assez chouettes. Il joue, il y a des sons d'oiseaux autour de lui, tu sais pas si c'est enregistré de telle façon exprès, enfin c'est extrêmement doux à l'oreille, enfin moi je suis fan absolu. Sinon, quelque chose qui est plus connu généralement, enfin moi que j'avais déjà entendu sans trop m'y intéresser en plus, c'est, on va dire un orchestre qui s'appelle Ensemble Kaboul et le leader s'appelle Khaled Arman et il fait jouer aussi du roubab et c'est le fils notamment de Hossein, Arman, si je dis pas de bêtises, qui lui-même était un musicien un petit peu établi quand même dans l'ensemble Kaboul, pour changer un peu d'instrument, il y a un flûtiste qui était vachement mis en avant dans les articles que j'ai pu lire, qui s'appelle Osman Arman. Donc je vais mettre ensemble Kaboul sur le chat, pour ceux qui voudraient checker un peu ce qu'ils font, et notamment la carrière de Khaled Arman. Et sinon, en petits jeunes qui font vivre la culture afghane à l'étranger, parce qu'il est donc réfugié, a priori, je pense, réfugié politique en France. J'ai pas trouvé grand-chose sur lui pour l'écouter, mais il essaie de faire un maximum de dates en mettant en avant tout un répertoire musical afghan. C'est Jawid Rani. J'ai pu trouver un peu en ligne deux trois vidéos de lui où il jouait de l'harmonium, mais il était accompagné d'autres musiciens. Et voilà, il essaye il aimerait en vivre. Là, il bosse, il fait autre chose en parallèle. Il fait quelques scènes. Il a été invité à des festivals ou des choses. Et je pense qu'il a notre âge ou même peut-être plus jeune. Et donc, je trouvais ça chouette de le mettre un peu en avant au cas où il puisse continuer sa carrière et idéalement avoir un maximum de succès pour présenter toute ce pan musical de son pays d'origine. Et après, ouais, ça c'est moins ma cam, mais on n'en entend plus trop parler. Enfin, il y en a une, on en entend parler, mais pas les 2 autres. C'est 3 rappeuses. Donc il y en a une qui a encore une carrière parce qu'elle est aux États-Unis, donc elle a encore un petit peu de visibilité. C'est Sonita Ali Day. Et sinon, les 2 autres qui malheureusement, aux dernières nouvelles, vivent encore en Afghanistan, donc on ne sait pas trop dans quelles conditions malheureusement. C'est Suzanne Firouz et Paradise Sorouri, qui était vachement connue dans les années 2010 et tu avais plein d'articles sur elle, enfin moi j'en avais entendu parler, de Suzanne Firouz parce que j'ai des potes qui écoutaient un peu de rap et genre je suis retombé sur des articles genre dans Marie Claire, des choses comme ça qui font, «Ah ces femmes afghanes qui font,
qui défendent les droits des femmes et les droits des enfants, et cetera, dans leurs chansons et tout. Donc ils ont eu une petite hype à ce moment-là et après ça a un peu retombé dans l'oubli, vraisemblablement du moins en occident, enfin du moins en France Mmh. et elles ont des textes assez chouettes. Enfin, il y a des trucs c'est pas du tout ma culture, mais j'ai découvert des trucs vraiment super cool. Donc ça, c'était trois rappeuses à aller, découvrir ou redécouvrir et sinon, l'album dont je suis fan absolu parce que j'ai des lubies bizarres, alors, C'est pas hyper vendeur si tu dis: «C'est super, mais parce que je suis bizarre». heu, si parce que j'ai un goût absolument exceptionnel et ça, faut que les gens le sachent et se le répètent et en soient convaincus et de toute façon, je garderai mordicus, cet adage, en moi que j'ai un goût absolument exceptionnel. Donc, ce n'est pas typiquement l'Afghanistan, mais il y a un lien avec l'Afghanistan à la base. C'est que, petite histoire, on est en 1983 et on a une chanteuse pop ouzbek qui s'appelle Nasiba Abdullaeva. Elle est avec son groupe, dans la voiture, elle sort d'un concert, elle, roule toute la nuit entre, Tachkent et Samarcande et elle met, l'autoradio un peu par hasard sur une station afghane. Et là, elle va attendre un son ultra famous afghan, du chanteur Aziz, Raznaoui, pardon et elle se dit: «Attendez les enfants, on s'arrête sur le bas-côté, il faut que j'écoute ça, qu'est-ce que c'est les paroles, tout, c'est absolument génial, je vais faire une adaptation ouzbek» OK. et elle fait un morceau plus groovy, parce que là, ça devait être plus, comment dire? Je sais pas, enfin, c'est un son plus calme, moins dansant, on va dire. Et donc, c'est un titre qui est traduit en français par «J'ai perdu mon rêve» apparemment. Et donc, je vais mal le prononcer, mais c'est Arzu Gom Kardam. Et elle fait une reprise qui va être un succès dans toute l'Asie centrale et va même, retour à l'envoyeur, devenir un tube en Afghanistan. Énorme. Et donc, ce morceau déjà est absolument incroyable. Vraiment, enfin, attendez, je vais vous taper le nom déjà juste du morceau et vous tomberez en plus directement donc sur l'album dont je vais vous parler juste après. Et en fait, c'est un truc un peu bizarre parce que tu as un aspect un peu, son traditionnel vraiment, ouzbek ou du moins d'Asie centrale, mélangé avec déjà une trace un peu d'électronique. C'est un peu disco, enfin c'est complètement fou et moi j'adore et en fait, c'est extrêmement symptomatique de toute la culture musicale de l'époque en réalité et notamment donc des pays qui sont sous le joug de l'URSS. Donc il y a une politique extrêmement stricte sur ce qui peut passer à la radio et en même temps, un melting pot incroyable avec beaucoup de choses qui se croisent, à l'époque parce que naturellement il y a toujours eu ces échanges-là sur ces pays-là. Mais d'autant plus parce que maintenant ils sont sous le même joug et que bon, bah, forcément tu as je pense des artistes qui doivent, s'exiler, partir, se croiser et cetera en fait. Et donc il y a une compilation qui est sortie il y a quelques mois à peine, grâce à un label américain qui s'appelle Ostinato Records et grâce à un collectionneur ouzbek fou qui avait 15 000 trucs chez lui vraisemblablement des années 70, 80, 90. Ils ont fait une compilation qui s'appelle Synthesizing the Silk Roads. Je vais aussi le taper, comme ça ce sera retrouvable, même si avec le premier morceau vous pouvez le retrouver. Et en fait, c'est une compilation folle où tu as des trucs donc soviétiques-ish, 70, 80, 90, où tu as du disco ouzbek, genre du rock ouïghour, du jazz tatar, euh, enfin, vraiment des trucs complètement improbables qui se croisent. Et donc en fait, c'est que des sons qui sont considérés comme underground par l'URSS à l'époque, forcément, parce que ça va à contre-courant de tout le folklore qui est autorisé par l'État à la radio et dans toute la production musicale de l'époque. Et en fait, ça révèle aussi d'autant plus tous les brassages de culture qui sont bah, donc plus anciens que le bloc soviétique et qui sont d'autant plus riches à cette époque-là, en fait. Mmh. Et c'est tout l'aspect expérimental entre le fait de forcément quand même aller regarder sur ce qui se passe en dehors du bloc soviétique pour avoir des références et découvrir ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, par exemple, parce que c'est un peu tendancieux, tu vois, d'avoir accès à ces choses-là, notamment tout ce qui est rock et compagnie. Et en même temps, cet album, il révèle que, bah, en fait, on a un imaginaire en Europe et en Occident que le bloc de l'Est était fermé, mais il était fermé vers son ouest à lui, mais il était absolument pas fermé à l'Est en Oui. réalité. Et que donc tu as plein de choses qui pouvaient se mélanger et qui étaient capables
d'être fait en Asie centrale, qu'on n'a pas du tout idée en Europe et je trouvais ça absolument incroyable enfin ce résumé-là dans la présentation de la compilation et donc vraiment il y a enfin c tu en gros, tu as une espèce de pot-pourri avec, tu as des ballades, tu as, tu as, un morceau qui s'appelle Lola qui est une espèce on dirait du disco un peu à l'italienne des années 70-80. Enfin, donc tu as un groupe, de rock ouïghour, enfin tu as vraiment des trucs qui n'ont ça n'a vraiment un peu aucun sens et par exemple, même quand on écoute ce genre, un morceau qui s'appelle Bouni Mabou, d'un groupe qui s'appelle Original, qui est sur la compilation, bah, en fait, on dirait un peu du Kraftwerk de la même époque, enfin qui est donc un groupe électronique allemand 70 qui commence 70-80 dans mes souvenirs, ou du moins ou peut-être un tout petit peu plus tard et en même temps, au niveau des synthés, on dirait presque un peu ce qu'on peut avoir dans certains morceaux de Carpenter Brut, qui est, un artiste contemporain, en fait et donc moi, vraiment, j'ai découvert cette compilation un peu par hasard et donc je l'ai écoutée en entier, en retombant sur des infos là pour préparer un peu toute cette émission et donc cette arborescence qui ne fait pas écrire ma thèse, de temps en temps et et je me dis: «J'ai trop envie d'entendre ça en club et d'entendre ces sons remixés parce que tu as des choses absolument trop, 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 trop bien». Ah, ça donne envie, Donc vraiment bah, franchement, rien que pour la découverte, tellement c'est ça. c'est même drôle parce que franchement, c'est des sons improbables et en même temps des sons qu'on peut imaginer de genre de ce que nos darons ont pu écouter. Parce que tu as des mélanges et tu as quand même des choses, genre tout ce qui est disco et rock, tu as des choses qui se recroisent Mmh. et en fait, même c'est des chansons dans des langues que tu comprends pas, mais qui sont quand même extrêmement entraînantes, donc ça montre bien que tu as quand même des choses qui transitent les régions du monde juste pour faire danser en fait ou pour vraiment transmettre certaines émotions ou certains styles, par la musique et heu et même tu as des morceaux vraiment, vraiment géniaux. Enfin franchement, enfin, Bouni Mabou, moi je absolu ce morceau dans mes oreilles tous les matins quoi. Vraiment je ne m'en remets pas. C'était incroyable. Donc vraiment cette compilation, elle est pas très longue, il doit y avoir, 13-15 morceaux grand max, c'est un album qui doit faire au moins 1 heure et le son a pas été trop mal remis et c'est disponible sur YouTube et et en plus, c'est des groupes ou des trucs ou des artistes où il y a quasiment enfin, pas d'infos sur internet, en fait. Donc c'est une des dernières Et traces ouais. potentiellement, de ces groupes, de ces artistes et donc effectivement, l'artiste ouzbek que j'ai pris pour introduire, elle, pour le coup, a un petit peu plus de bagages et de traçabilité, aujourd'hui. Mais bah, en l'occurrence, le groupe de rock ouïghour, bah, je l'ai pas trouvé, en fait, du tout. Donc il y a des choses malheureusement c'est pas possible et en allant sur la page je finirai là-dessus, en allant sur la page Wikipédia de la compilation, j'ai trouvé quand même une phrase qui résumait extrêmement bien globalement un peu ce qui se passait à l'époque. Attends, je vais le retrouver, je suis dessus. Donc c'est en anglais, il faut que je traduise, mais mais en gros, ça disait, oui voilà, donc en gros à Tachkent, il y avait une usine de disques, énorme pour la région, qui produisait énormément de choses, donc diverses et variées, en gros pour quasiment je pense toute l'URSS. Mais c'était quand même maintenu par forcément un label qui était russe, évidemment, qui s'appelle Melodia et il y a une phrase absolument incroyable dans la page Wikipédia qui m'a fait extrêmement rire qui dit, à la fin, en gros à la fin de la page: «Parce que le label Melodia n'était pas sous la pression, sous aucune pression pour faire du profit, les musiciens qui faisaient des disques à Tachkent avaient, malgré tout donc, une liberté créative assez significative» et je trouve ça incroyable de se taquer sur une page Wikipédia de 2024, de dire: «Bah, en fait, la vraie musique possiblement était sous le bloc soviétique parce qu'ils cherchaient pas à vendre» et je trouve ça génial et rien que pour ça, franchement, même si c'est pour donner de l'argent à aussi un label américain aujourd'hui, allez écouter ces morceaux-là et allez écouter cette musique-là parce qu'on est des gros anards et qu'on veut faire de la musique expérimentale avec des gens incroyables, même si on n'a plus aucune trace de nous dans 20 ans sur le net, c'est pas grave, quoi. Ah oui. Voilà, voilà. Quel est le véritable but de l'art?
faut juste s'amuser et que c'est possiblement, ça donne un petit peu de fuel chez certaines personnes, à court ou moyen terme, c'est déjà très bien. Bah écoute, merci. En tout cas, moi, je me suis ouvert des nouveaux onglets à cause de toi, hein, mais moi, je me suis noté tout ça. Euh, Ah, nous avons un petit commentaire de Hedgehog qui dit que plusieurs agences d'humoristes disent précisément la même chose. Eh ben, écoute, je suis ravi de voir que nous avons quelques camarades a priori dans l'humour. Président, le seul interdit est de parler de oui, oui, bah c'est toujours ça, hein. On peut rire de tout sauf de la grosse instance au-dessus, quoi. Mais il y a, et justement, pendant longtemps, c'était un énorme point mort angle mort, pardon, de l'historiographie. On étudiait beaucoup l'URSS et tout en mode, voilà, c'est ça le régime totalitaire, pas de liberté, pas de libre pensée, machin truc. Et il y a un historien dont j'ai oublié le nom parce que c'est ma Je principale t'en prie. qualité d'oublier les Tu noms, la mets tu mettras mais qui tu avait, mettras dans les com dans la description YouTube. mais en fait, il avait étudié justement les associations culturelles de quartier et à quel point, en Mmh. fait, euh, sous couvert de se réunir une fois par semaine pour, euh, pour faire un peu de... mais même des trucs tricot ou un peu plus artistiques, on va dire, et ben en fait, c'était une base pour la résistance de conscience, etc. Et que Mmh. ça, pendant longtemps, c'était un impensé historique, quoi. Bah, c'est parce qu'il y a l'idée de, voilà, d'avoir des grandes lignes et de parler, voilà, de faire des généralités forcément, enfin, de la grande ligne qui concerne la majorité, alors qu'en réalité, enfin, je trouve que ça a été toujours comme ça dans l'histoire, que, enfin, il y avait des moyens de, pas sans se mettre des œillères, tu vois, mais d'avoir un élément de résistance qui peut parfois être juste une espèce de respiration par une vie de quartier, malgré ce qui peut se passer au-delà de la ville ou à l'échelle du pays, quoi, Ouais. effectivement. Mais Et ça, c'est compliqué d'avoir des traces, mais en même temps, ça, c'est des histoires qui n'ont pas nécessité à avoir des traces, mais qui sont importantes en même temps, donc c'est un peu particulier comme statut, je trouve. ouais, ouais, ouais. Et du coup, il y a Hedgehog qui dit aujourd'hui en Russie, c'est pareil, il faut juste ne jamais évoquer le locataire du Kremlin. Ouais. Bah, de toute manière, Mmh. celui dont on ne doit jamais prononcer le nom, on sait ce qui est dit derrière, hein. Mais oh, j'ai lu un article. Vladouche! Ouais, j'ai lu un article assez triste là-dessus. Tonton Il y Vlad. a, Vas-y. il y a en Russie, il y avait il y avait un type de bar qui était extrêmement fréquenté sous l'URSS et qui avait disparu ensuite et qui est en train de rouvrir, où c'est les bars où il n'y a que de la vodka de base à vendre, très peu cher, et où Mmh. il n'y a pas de chaise, donc tu y vas et tu bois debout, quoi. Donc l'objectif, c'est de boire, et où tu y vas avec ton propre récipient. Et ce qui se faisait beaucoup Oh! et qui apparemment recommence à se faire, c'est qu'en fait, tu découpes, tu as une brique de lait, tu la découpes et en fait, tu y vas avec ton fond de brique de lait et on te met la vodka là-dedans et ça te coûte très peu cher. Et en fait, tu bois le plus rapidement possible. Et c'est des bars où il y a que des hommes. C'est des bars où on parle pas, justement. Apparemment, c'est Oh! un nom, c'est un type de bar assez triste, on va dire, d'un point de vue analyse sociologique, et qui avait complètement disparu à partir des années 90 et certains sont en train de se rouvrir, mais y compris à Moscou, hein, dans la capitale. Donc malheureusement, la Bah, s'ils Russie sont ivres, d'aujourd'hui, ils c'est peuvent pas compliqué. oui. Oui, bah, j'ai une connaissance assez lointaine, tu vois? Mais c'est vrai que c'est toujours, c'est ça qui est improbable avec la Russie pour moi a toujours été un pays complètement barjot, mais c'est autant, oui, c'est un pays fondé quand même sur de la boue et du sang, je trouve ça quand même Ouais. assez fou. Mais globalement, c'est ça, c'est de enfin, sous Poutine, quand même, on a remis en avant la famille impériale, ce qui est quand même un scandale et en même temps, c'est historique, mais ça a presque servi, j'ai l'impression, un peu un message politique aussi, tu vois? Mm. Et en même temps, tu as des choses improbables de l'URSS qui restent, enfin, et je
Ah tiens, donc nous avons un petit détail, intéressant sur, enfin de oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, s'ils boivent, ils ferment leur gueule en fait. Enfin, ils ont la bouche occupée et ils ont le cerveau occupé quoi, donc c'est très pratique d'avoir, une espèce de sas où Ouais, c'est ça, c'est on des met des sas. gens qui vont Ouais, juste, enfin un bar sert à ça, mais c'est vrai que dans le PMU ou dans n'importe quelle gargote, bon bah les gens vont hurler et taper du poing pour dire Macron démission, tu vois? Ce ouais. qui est moins le cas en Russie. Ils sont trop ivres pour le faire. Et Mais justement, bon du voilà, coup, c'est après vraiment, tu viens, tu bois ton coup là, tu parles pas, mais juste le fait que sois venu et que tu aies eu besoin de boire ton coup dans ces conditions un peu. Et ben en fait, t'as pas besoin de dire. Ça veut dire. C'est assez signifiant. T'as le nom ouais, euh, du bar? Euh, je- c'est un nom bah, russe, bien évidemment. Euh, tellement pas j'ai surpris. l'article. Je suis vraiment pas surpris une seule seconde. Ah, c'est les Ryum. Alors désolé, hein, je ne sais pas parler russe. Ryumochanaya. Je vais le copier-coller. Du mot russe Ryumka qui désigne un petit verre dans lequel est versée de l'eau de vie. C'est C'est une un. espèce de soft cause sous, sous alcool en fait. Oui, Enfin, c'est c'est ça. juste une espèce de, tu renfermes les gens au milieu et tu les fais boire au lieu de les faire travailler. Ouais, Et c'est comme ça. ça, ils pensent à rien d'autre. Oui, c'est un soft cause alcoolimique. Ouais. Enfin voilà. Yumochan, Encore une fois, nous avons Rumoch- dérivé sur un sujet. Rumochnaya, ok. Yumochnaya, ok. J'ai appris un mot. Voilà. Mais encore une fois, on a dérivé sur un sujet euh, qui n'est pas, euh, comment dire, simple. Alors qu'on avait dit qu'aujourd'hui, tout allait bien. Au moins un Mais jour, non, mais s'il tout, vous tout va plaît. bien. Au Mais moins un jour. on reparlera, on aura le même débat avec possiblement la langue russe vis-à-vis de tous les pays d'Europe de l'Est en abordant la Russie. Oh oui, ah, on a un bouquin. Effectivement, on Euh, aura la même chose avec même tous les pays effectivement concernés par l'ex-URSS, quoi. complètement. Bah d'ailleurs, vu que tu me permets de faire une transition magnifique, je clique OBS, Je sais, je suis transition, toujours, la suite. Du coup, je vais toujours là pour ça. baisser quand même un peu le son du torrent. Ah non, je l'avais déjà mis bas, parce que j'ai mis un petit son torrent. Donc voilà, notre nouvelle scène dont je suis trop contente. Merci à Pof. Elle est très Donc, belle. la prochaine fois qu'on se connecte, c'est pour un format qu'on a appelé les annales lacustres, en lien avec bah, le fait que ça va être un format qui parle de lecture, mais historique, et pas roman historique. C'est, ça va être les petits bouquins d'historiens que je lis. Voir l'après. Donc là, il y en a un qui est sorti il y a quoi, 2 3 semaines. Les Irresponsables de Johan Chapoutot, qui est un spécialiste des régimes autoritaires et de l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Donc Parce qu'on aime bien les régimes autoritaires quand voilà, même, hein. voilà, On va pas se on est dans mentir, hein. l'actualité. Enfin, c'est un historien. J'ai eu la chance de l'avoir en guest, en invité à un séminaire auquel j'étais publique. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui m'est sympathique autant dans sa démarche d'historien que dans le fait en tout cas ce jour-là, il était vraiment accessible. Et je trouve qu'en plus, on en parlera, mais bref, c'est un historien qui nous permet quand même d'avoir une vraie actualité scientifique sur des sujets qui sont beaucoup trop laissés aux politiques. Et le propre du Mhm. politique, c'est qu'il n'y a pas de démarche scientifique et donc on entend des choses parfois vraiment graves. Et donc voilà, c'est bien d'écouter les historiens qui vont voir les sources. Tu le dis avec tellement d'élégance, Voilà, pour ne pas dire t'as vu, qu'une c'est juste j'essaie des de dingueries, pondérer le propos. de polisser ton propos. Voilà, voilà, voilà. Donc les annales lacustres, ce sera le premier, le premier de ce format. Donc je parlerai un petit peu. Ça serait vraiment chouette. Moi, c'est mon petit rêve avec cette chaîne. C'est qu'il y ait dans le chat une ou deux personnes qui aient lu le bouquin pour pouvoir échanger. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pouvoir rencontrer des gens à travers une lecture et un échange.
Et donc voilà, je l'annonce. Ce sera le dimanche 20 avril, j'ai mis à 16 heures pour ne pas avoir toujours le même jour, le même horaire, au cas où certaines personnes ne pourraient pas se connecter. Donc voilà, donc j'ai mis ça le 20 avril à 16 heures. Albatanor, tu seras avec nous. Oui, bien sûr, bah, je serais. Enfin, pour le coup, moi, je lis moins d'histoires de ce type, l'histoire plutôt culturelle. Donc, ça, même, enfin, quoi qu'il arrive, je suis curieux et je serais d'y jeter un œil. Ouais, Du après, moins rédige ta voilà, thèse, de hein. regarder un peu autour. Oui, oui, mais de regarder un peu autour des choses et pour possiblement. Non, mais de toute façon, ça reste un historien. Il a une méthodologie. Oui, voilà, C'est voilà. du paratravail. Et Mais c'est mignon, de s'inquiéter. et du coup, bah ouais, ça serait chouette que tu sois là, même si je risque de plus parler que toi, mais ne serait-ce Mais que... c'est très bien, là, j'ai Enfin, on fait va que ça, donc il s'organiser, n'y a aucun problème, au contraire. mais le but, c'est qu'on fasse un peu tout à deux, qu'on teste différentes choses. D'ailleurs, Tout on à fait. aimerait tester à l'avenir des petits jeux à partir du moment où on aura un peu des personnes qui nous rejoignent. On aimerait tester des petits jeux pour faire un peu communauté, pour que ce soit pas juste nous qui déblatérons nos idées. Donc voilà, donc peut-être que ce sera l'occasion de lancer à la fin un petit jeu, vu qu'en plus c'est dimanche après-midi, généralement on a un petit peu plus de temps. Ensuite, le 28 avril, donc 8 jours plus tard, on a notre format classique. J'adore, on l'a déjà fait une fois, je dis déjà classique. Donc, un Ah, pavé dans la mare. Et donc, ce sera le fameux Chocolat amer de Laura Esquivel. C'est un bouquin de oui, réalisme magique. Laura Esquivel est une auteurice qui est mexicaine. mexicaine. Et on va parler de cuisine et de super recettes. Voilà. Et Ça va être trop bien. on cherche un invité qui connaîtrait le Mexique pour pouvoir avoir un Ou format un peu l'autrice, plus... soyons fous. Ouais, et pour avoir un format un peu plus fluide où voilà, c'est moins nos avis qui importent. Et on a dans les cartons un autre format qu'on aimerait tester, qu'on a nommé au fil des pages. Et donc, ça serait euh, Albatanor qui commencerait avec des échanges avec des auteurs et des autrices. Euh, et, euh, et moi, j'aimerais trop ensuite faire des petits ateliers d'écriture, des petits challenges d'écriture, plus pour rigoler en vrai que pour écrire un texte. Donc le but, ça serait pas de faire comme de très nombreuses chaînes font déjà et font bien, c'est-à-dire des sessions de coworking, etc. Là, ça serait pour avoir des petits challenges, en gros, un peu comme les jeux communautaires, mais où on essaye de coécrire des petits textes ensemble. Voilà, ça serait un peu ça l'objectif. Et Bon, voilà, cool. on a plein d'autres envies, mais ça sert à rien de se lancer dans Évidemment. trop de choses d'un coup. Là, déjà, c'est déjà pas mal, mais progressivement, on va essayer de s'agrandir, de diversifier ce qu'on propose et de nous lancer dans YouTube. J'ai peur. Mais non, du tout. Donc voilà, donc au Ce sera prochain moi. rendez-vous, 20 avril 16 heures, ensuite 28 avril 19h30, et on mettra à jour le programme. Voilà. Oui, ça va être Donc, très très bien. donc Très je sais pas si tu veux dire le mot de la fin, Albatanor. bon, j'ai beaucoup parlé, donc je te le laisse volontiers. Bah alors, il est 21h34. Cela fait plus de 2 heures que nous parlons, nous parlons, nous parlons. On va Gros aller. hors format quand même pour une Oui, première. oui, oui. Mais Euh, c'est parce on est content de faire ça, c'est pour ça. Oui, et on est des pipelettes. Mais justement, nous allons nous Voilà. taire. Nous allons vous laisser continuer votre soirée de la meilleure manière possible. Et nous, on va retourner au fond de notre petit lac, retrouver les petits whoopers. Et donc, je fais la transition. Et je vous dis à tous au revoir. À bientôt. Bisous, Tam. Bisous.